Bonsoir à toutes et tous. Ça fait plaisir d'avoir une salle bien remplie avec beaucoup de jeunes. On est super contents. Je suis Émilie Martin, je suis journaliste scientifique, notamment au magazine Ciel et Espace, et puis je fais des documentaires pour la télévision. Il y a 40 ans, en 1986, quand la Cité des Sciences a ouvert, les trous noirs, c'était encore des objets très théoriques, des curiosités mathématiques. Et aujourd'hui, le monde des trous noirs a radicalement changé. Les trous noirs, on les photographie et on les écoute vibrer. Voilà, en 40 ans, le paysage a changé et on va passer la soirée, on va bien s'amuser à retracer cette histoire et à aller dans le futur. J'ai l'honneur d'être votre guide pour cette soirée et je suis accompagnée pour cette soirée de 3 invités prestigieux. Ma première invitée est l'une des artisanes principales elle est directrice de recherche au CNRS, l'une des artisanes principales de la collaboration LIGO-Virgo et donc de la révolution qui a permis de voir pour la première fois les trous noirs, ou en tout cas de les entendre. Je vous demande d'accueillir celle qui écoute murmurer les trous noirs, Frédéric Marion. Bonsoir Frédéric, je t'invite à t'asseoir. Alors, mon deuxième invité, lui, il est physicien théoricien. C'est un ancien étudiant du grand Stephen Hawking, que je crois, je n'ai pas besoin de vous présenter. Il a réfléchi aux questions les plus fondamentales sur les trous noirs, sur leur évaporation, sur la perte de leur information, la frontière entre la relativité générale et la mécanique quantique. C'est aussi un grand vulgarisateur, vous le savez peut-être. Il présente l'émission Big Bang sur France Inter. Merci d'accueillir Christophe Galfard. Salut Christophe. Alors en 1979, donc c'était un peu avant l'ouverture de la Cité des Sciences, avant qu'on scrute les trous noirs avec des caméras, on en parlera tout à l'heure, mon troisième invité a réalisé la toute première visualisation d'un trou noir, une image calculée point par point à l'aide des technologies informatiques de l'époque, 1000 fois moins puissante que votre petit smartphone que vous avez dans votre poche. C'est une pièce fondatrice de cette histoire qu'on va raconter ce soir. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire un accueil chaleureux à Jean-Pierre Luminet. Bonsoir Jean-Pierre. Allez, Frédéric, Christophe et Jean-Pierre, installez-vous. Ah oui, et j'ai dans les mains... Est-ce que vous pouvez retourner au début de la présentation, s'il vous plaît? Alors, on a spoilé un peu. On est allé trop loin dans la soirée. Merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Si vous le voulez bien, on va commencer par peut-être expliquer au public, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, ce que c'est qu'un trou noir. Comment on pourrait définir ça? Est-ce que c'est un trou? Un trou noir, on va le définir simplement comme un piège gravitationnel, c'est-à-dire une concentration de matière et d'énergie telle que ce qu'on appelle le champ de gravitation emprisonne la lumière au-delà d'une certaine limite qui est la surface d'un trou noir. Un trou noir, ce sont des objets vraiment très, très particuliers qui ne ressemblent pas du tout aux autres astres effondrés comme les naines blanches ou les étoiles à neutrons, qui n'ont pas de surface solide. Juste pour la suite, je précise qu'ils sont délimités par ce qu'on appelle un horizon des événements, et ça dit bien effectivement que les événements qui se passent dans le piège gravitationnel, pour tout observateur extérieur, ils sont cachés à la vue derrière cet horizon, qui est la surface immatérielle du trou noir. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un une autre définition? Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a plusieurs sortes de trous noirs? Et pardon, excusez-moi, je vous embête. Est-ce que vous pourriez mettre la présentation, la première slide? Pardon. Ah, c'est la première. Ah, c'est pas celle-là que j'avais mis. Excusez-nous pour ce petit... D'accord. C'était pas la première. Peut-être que je peux dire un mot, du coup, sur plusieurs sortes de trous noirs. On pourrait dire que oui, dans le sens où, normalement, un trou noir, on peut le définir, par exemple, par sa masse. On peut aussi le définir par la façon s'il est chargé, s'il a une charge électrique, ou s'il tourne, ce genre de choses. On va dire qu'on va appeler ça des charges qui définissent le trou noir. Mais ce qui est étonnant et qu'on a découvert dans les années 1960, c'est que dès l'instant où on a ces caractéristiques-là, ce sont tous les mêmes. Il n'y a pas de petites choses qui pourraient en sortir et les distinguer. Il y a toute une série de théorèmes qui s'appellent les théorèmes qui disent que les trous noirs n'ont pas de poils. En anglais, on appelle ça les no hair theorem, qui dit qu'en gros, c'est tout lisse,
comme un crâne sans cheveux, et qui sont absolument tous identiques, à part peut-être leur taille, leur charge et la façon dont ils tournent. Mais c'est tout, c'est tous les mêmes. Oui, ça, c'est l'aspect théorique, effectivement. Okay. Les trous noirs sont finalement les objets les plus simples de la nature, puisqu'ils sont entièrement décrits par au maximum 3 paramètres, en général 2, parce que la charge électrique ne joue pas un rôle à l'échelle de l'univers. Donc ce sont des objets absolument fascinants. Mais sur le plan astrophysique maintenant, on va dire qu'il y a des catégories de trous noirs différents, dépendant justement de la masse, qui est le paramètre en fait essentiel. Donc on appelle les trous noirs stellaires, et là ça met en jeu en fait les processus de formation, parce que vous avez un objet qui est théoriquement prédit par la relativité générale, encore faut-il qu'il puisse réellement se former dans l'univers. Et il y a le processus qu'on appelle l'effondrement gravitationnel qui peut expliquer la formation de trous noirs. Alors par exemple, le cœur des étoiles massives va former, au-dessus d'une certaine limite de masse, dont on aura l'occasion de reparler sans doute à l'occasion des ondes gravitationnelles, ça va former ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, dont les masses minimum, c'est 2,5 fois la masse du Soleil. Qui émanent d'une explosion supernova qu'on voit là, notamment. Oui, alors sauf que dans cette explosion de supernova que l'on voit, on sait que ça n'a pas fabriqué un trou noir, ça a fabriqué un pulsar, une étoile à neutrons. Mais c'est ce genre de phénomène. Il faut dépasser, il faut des étoiles encore plus massives, qui forment donc des trous noirs stellaires avec une population très nombreuse, puisqu'on pense qu'en moyenne, une étoile sur 10 000 est suffisamment massive pour, au terme de son évolution, fabriquer un trou noir stellaire, ce qui fait que dans une galaxie typique comme la nôtre, il doit y avoir quelques dizaines de millions de petits trous noirs stellaires. Et ce qui est fascinant, c'est que la théorie prédit a priori des trous noirs de toute taille et de toute masse. Il peut y avoir même des micro-trous noirs, dont on nous parlera sans doute, ceux qui peuvent éventuellement s'évaporer par des effets quantiques. Mais il y a des trous noirs géants et supermassifs qui, eux, se trouveraient en un exemplaire en général unique au centre des galaxies. Et un trou noir géant, c'est plusieurs millions et voire plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, au point qu'on pense que le plus gros trou noir actuellement que l'on pense avoir discuté fait 65 milliards de fois la masse du Soleil. Donc ce sont les deux principales catégories de trous noirs. Un trou noir comme ça, qui gravite au cœur d'une galaxie. Ce qui est amusant, c'est que ces tailles de trous noirs qui diffèrent et qui ont peut-être une origine différente, bien que ce soit théoriquement, une fois de plus, tous les mêmes, il y en a certains, ceux dont Jean-Pierre parlait en particulier stellaires, on sait depuis 1939 à peu près comment ils ont pu naître, l'effondrement à la fin de la vie d'une étoile. Mais les autres, les supermassifs, on ne sait pas. À la fois les supermassifs, on a des petites idées depuis quelques mois ou quelques années. On va en parler, oui, bien sûr. Et les minuscules, les primordiaux, là, dont Jean-Pierre parlait aussi, on n'est pas certain non plus qu'ils existent et qu'ils sont là. Donc on a des objets qui sont identiques, avec des origines différentes. Et donc une zoologie éclectique quand même. Frédéric, dans vos découvertes, quel type de trou noir est-ce que vous avez... On reviendra bien sûr sur les ondes gravitationnelles, mais on avait affaire à quel type de trou noir ? Alors les trous noirs que l'on détecte à ce jour avec les ondes gravitationnelles, ce sont des trous noirs stellaires, donc qui font quelques dizaines de fois la masse de notre Soleil, et donc ils sont des vestiges d'étoiles massives. Est-ce qu'on peut donner une petite zoologie ? Voilà, la taille, c'est compliqué quand même de savoir. Taille, masse d'un trou noir stellaire typique. Un trou noir stellaire de 10 masses stellaires, c'est la taille de Paris. Donnez-moi un petit peu... Il y a une formule très simple en fait, qui lie le rayon d'un trou noir à sa masse. Bon, on prend le trou noir le plus simple qui ne tourne pas, mais ça ne fait pas une grosse différence quand le trou noir est en rotation. Puisque telles sont, comme le disait Christophe, les deux propriétés essentielles des trous astrophysiques, c'est d'avoir une masse, ils ont tous une masse, et puis d'avoir ce qu'on appelle un spin, c'est-à-dire un moment angulaire, ils tournent sur eux-mêmes. Bien, voilà. Donc un trou noir typique stellaire qui fait, disons, 10 fois la masse du trou noir, c'est la masse typique de ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, ne fait que 30 km. 30 km. Le rayon. C'est ce que je disais. Paris tient dans un trou noir. Mais la formule qui est très simple, en fait, c'est une relation de proportionnalité. Donc un trou noir de 10 milliards de masse solaire va faire 30 milliards de kilomètres. Et là, ça commence à devenir très gros. Vous pourrez commencer à y caser une bonne partie du système solaire dans ces trous noirs super géants. OK. En gros, si on a le Soleil, ça nous fait un trou noir de 3 km de rayon. Si on a 2 soleils, ça fait 6 km. C'est la proportionnalité dont parlait Jean-Pierre. Si on en a 10, ça fait 30 km. 1 million de fois le soleil qui est à l'intérieur, 3 millions de kilomètres de rayon. D'accord. Donc voilà. Et celle du coup que tu as découvert, Frédéric, enfin, et toute la collaboration, c'est quel ordre de grandeur et quelle taille ? Alors le tout premier signal qu'on a observé en 2015 provenait de la coalescence, de la fusion de 2 trous noirs qui faisaient chacun une trentaine de fois la masse du Soleil et qui ont fusionné pour produire un trou noir
à peu près la somme de ces deux masses, moins l'énergie qui avait été émise sous forme d'ondes gravitationnelles. Une trentaine de masses solaires, ça fait quelle taille? 3 x 3, 9, donc 90 km. C'est bon. Alors, donc là, encore une fois, on a un peu spoilé, on parle des... Vas-y, bien sûr, Christophe. Ça n'a pas l'air beaucoup, 90 km, mais il faut avoir une idée de la taille du Soleil, par exemple. Si le Soleil il fait cette taille-là, la Terre, c'est un petit point. C'est un petit point à côté par rapport à cette salle-là. Donc, on a 30 fois le Soleil dans quelque chose qui fait 100 km. C'est-à-dire que c'est Paris-Lille. Moins, je sais pas, ça fait combien Paris-Lille? Ça fait à peu près ça, disons, c'est pas très loin. C'est une quantité de matière absolument phénoménale dans un espace vraiment tout petit. Très réduit, donc un objet extrêmement compact, le plus compact qui existe. Oui. La Terre, qui évidemment peut passer à un trou noir, il faudrait la réduire à la taille d'une bille, à la taille d'une petite bille d'enfant, pour qu'elle ait un champ de gravitation pour emprisonner la lumière. Et donc il y a la définition première, effectivement, des trous noirs. Avant la définition, la construction relativiste, qui va être plus complexe. Ils ont été imaginés, comme on va peut-être en parler, dans le cadre de la théorie de Newton, avec une force d'attraction fatale. Justement, tout à fait. Alors, tout à fait. Merci beaucoup pour la transition, Jean-Pierre. Et j'ai préparé une slide parce que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, les trous noirs ont d'abord été des hypothèses issues de l'imagination des chercheuses et des chercheurs. J'aimerais que vous me racontiez un peu comment ça s'est passé. On dit souvent en fait que les trous noirs sont issus des équations de la relativité d'Einstein, mais des chercheurs bien avant ça, dès le 18e, avaient déjà l'intuition, en tout cas, de corps dont la lumière ne pouvait pas s'échapper. Racontez-moi. Dans le cadre de l'astronomie newtonienne, où la gravitation est définie comme une force d'attraction, les deux personnages que vous voyez en couleur ici, l'un est un Anglais qui s'appelle John Mitchell. C'est pas la même. Oui, voilà. John Mitchell, revenez en arrière, voilà. Et l'autre, avec la belle décoration, c'est le marquis de Laplace, avait fait tout simplement un calcul sur l'existence possible d'astres qu'ils qualifiaient d'invisibles. Ils n'avaient pas appelé trous noirs, l'appellation viendra beaucoup plus tard, tout simplement parce qu'ils avaient calculé ce qu'on appelle la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse nécessaire à laquelle il faut lancer un objet pour qu'il échappe à l'attraction gravitationnelle et qu'il ne retombe pas au sol, comme en général c'est le cas quand on jette un caillou. Et donc cette vitesse de libération, lorsqu'elle atteint la vitesse de la lumière, eh bien même la lumière ne peut pas s'échapper. C'est ça ce qu'ils avaient calculé. Et ils avaient calculé à cette époque les caractéristiques d'un astre invisible qui ferait à peu près 10 millions de fois la masse du Soleil. Ils n'avaient pas imaginé qu'il puisse y avoir des objets aussi denses que les trous noirs stellaires dont on parle. À l'époque, c'était inimaginable. Donc, ils avaient pris un astre invisible avec la densité normale du Soleil. Et ça veut dire qu'ils avaient, d'une certaine manière, anticipé l'existence de ces trous noirs supermassifs géants que l'on trouve effectivement au centre des galaxies et qui ont effectivement ce type de masse, 10 millions, 100 millions de fois la masse du Soleil. Mais cette très jolie idée a été laissée de côté tout au long du 19e siècle parce que ça supposait que la lumière était soumise à la gravité. C'est ce que proposait Isaac Newton, composé de corpuscules. Voilà. Et puis après, au 19e siècle, s'est développée plutôt la théorie rivale, la théorie ondulatoire de la lumière, où on pensait que la lumière n'était plus influencée par la gravitation. Donc l'idée est restée en sommeil et il a fallu attendre l'avènement de la relativité générale où on comprend que c'est l'énergie en fait qui est soumise à la gravitation et la lumière a de l'énergie par son mouvement, même si les photons ont une masse nulle, ils sont en mouvement, ils ont de l'énergie, donc ils sont soumis à la gravitation et on va retomber sur cette hypothèse des trous noirs. Quelle intuition quand même, parce que donc là, c'est même pas un objet mathématique. À l'époque de Laplace, c'est vraiment une intuition, et ça va devenir un objet mathématique dans les équations de la relativité d'Einstein. C'est pas qu'une intuition, même pour Laplace et Mitchell, ils ont réellement fait le calcul de voir, grâce aux équations de Newton, quelle quantité de matière est nécessaire pour fabriquer un objet qui garderait la lumière près de lui. Donc c'était pas qu'une intuition, c'était un vrai calcul mathématique dans les deux cas. Surtout dans les calculs de Laplace, on voit sa force de gravitation qui doit être telle qu'un objet qui lancé à 1 milliard de kilomètres par heure, c'est la vitesse de la lumière, retombe. Et c'est le calcul qu'il a fait. Et c'est amusant parce qu'après, dans les équations de la relativité générale, en fait, ce qui est rigolo, c'est que cette intuition, c'est pas qu'une intuition, c'est un calcul qui est correct à l'intérieur d'une théorie qui est celle de Newton. Sauf que il ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais la théorie de Newton ne s'applique pas à des objets qui sont aussi denses que ça.
Elle marche super bien, la théorie de Newton. Pour tout ce qui est autour de nous, ça fonctionne absolument parfaitement. Mais même pour lancer des fusées, on utilise Newton. Même pour lancer des fusées, même les satellites, quand on va les poser sur d'autres planètes, etc., on n'utilise que Newton. En revanche, dès qu'on se rapproche un petit peu trop du Soleil, là, il y a des petites déviations qui commencent à apparaître. Et pour peu que les astres soient encore plus massifs que le Soleil, eh ben, Newton ne s'applique plus. Il y a des déviations qui sont trop grandes. Et c'est là qu'intervient la théorie d'Einstein. Alors, qui a compris qu'en fait, il y avait des trous noirs dans la relativité générale d'Einstein? C'est pas marqué comme ça, j'imagine. Comment ça s'est passé? Comment ça a été interprété? Est-ce qu'Einstein lui-même... Il y a eu une longue période d'acceptation parce que ces objets avaient des propriétés tellement étranges. D'abord que le père même de la théorie, Albert Einstein, n'a pas cru aux trous noirs. C'est ça, il était opposé à l'idée même. Ouais. Alors en fait, parmi les images des pères fondateurs, alors, il manque Schwarzschild, oui, qui est le premier à avoir calculé, alors non pas du tout le trou noir, mais la structure de l'espace-temps relativiste, où cette fois-ci on décrit la gravitation non plus comme une force, mais comme une courbure de l'espace et du temps, et il calcule simplement la forme de l'espace-temps déformé par un objet sphérique, parfaitement statique, qui peut être aussi bien le Soleil, ou un objet, à partir du moment où il est sphérique et statique, il va engendrer le même champ de gravitation. Ça, c'est 1917. Il n'a pas l'intuition que ça puisse devenir un trou noir. Mais c'est sur cette solution qu'on appelle la solution de Schwarzschild que va se développer plus tard la théorie des trous noirs avec, vous voyez ici, Einstein en discussion avec Oppenheimer. Voilà. Parce que Oppenheimer, en 1939, donc il y a pas mal d'années qui se sont passées, est le premier à faire un calcul relativiste d'effondrement gravitationnel, le processus dont on parlait au début pour former des trous noirs stellaires, voilà, et montrer qu'au-delà d'une certaine limite, il y avait l'effondrement ne pouvait plus s'arrêter et allait aboutir à une sorte de déconnexion d'une région de l'espace-temps qui va être l'intérieur de cet objet bizarre que l'on n'appelle toujours pas encore au trou noir, qu'on va appeler éventuellement... Alors, on doit, peut-être on va spoiler aussi, on doit donc l'appellation trou noir à d'abord une journaliste scientifique. Oui, une journaliste américaine qui a utilisé le terme de black hole, mais qui a été repris surtout par John Wheeler. John Wheeler qu'on voit là en haut à droite. Oui, absolument, oui. Qui a aussi d'ailleurs utilisé également le terme de trou de verre, les trous blancs. Toute une terminologie relativiste vient de ce très imaginatif physicien. Et puis vous avez également, alors vous avez Chandrasekhar. Au milieu, donc. Au milieu, voilà, l'astrophysicien d'origine indienne, américain, qui a écrit dans les années 60 un livre magnifique sur les propriétés mathématiques de l'histoire. Et puis vous avez, vous ne le connaissez pas, hein, l'autre là, il s'appelle Roy Kerr, voilà. C'est un mathématicien, un néo-zélandais, et c'est lui qui a découvert la première solution. En réalité, mathématicien, il n'était pas relativiste, hein, il a découvert la solution exacte des équations d'Einstein d'un trou noir qui cette fois-ci est en rotation, et la situation est plus complexe et beaucoup plus intéressante. Et Einstein n'était pas là. À l'intérieur d'un trou noir en rotation, Einstein était mort. Hein. C'était dans les années 1960. Voilà. Et, oui. Le Oppenheimer, là, qui est en bas à droite, le papier de 1939, il ne l'a pas écrit tout seul. Il était avec un autre qui s'appelait Snyder. Okay. Et donc ils étaient deux, juste pour dire. Oui, tout à fait. Oui, Oppenheimer, on retient Oppenheimer. Alors, donc, voilà, là, on en est encore aux équations, aux objets mathématiques. Et puis, vas-y, Christophe. Juste pour rebondir sur, en particulier, Chandrasekhar, parce que c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, ce monsieur, qui... l'idée qu'on avait à l'époque, c'est comment... Bon, rétrospectivement, pas à l'époque, disons avec la connaissance d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait fabriquer un trou noir? Comment est-ce qu'une étoile fonctionne? Comment est-ce que les forces qui sont à l'intérieur des étoiles, par exemple, font pour être à l'équilibre? Une étoile, il y a de la gravitation, c'est très gros. Donc la gravitation, elle va essayer de comprimer l'étoile pendant toute sa vie. Et au cœur de l'étoile, il y a des réactions de fusion thermonucléaire qui fabriquent des atomes, qui libèrent une énergie folle. Et en gros, une étoile comme le Soleil est à l'équilibre. Il y a la gravitation qui essaie de la ratatiner et la fusion qui est au centre, l'énergie libérée par la fusion qui essaie de la faire gonfler. Les étoiles, la plupart du temps, sont dans un stade comme le Soleil, disons, qui est une zone d'équilibre où ça ne bouge pas trop. Mais pour peu qu'il y ait, par exemple, la fusion qui s'arrête, parce qu'il n'y a plus rien à fusionner, la gravitation va l'emporter à nouveau et va comprimer un petit peu plus le cœur. Et le cœur étant un peu plus comprimé, il va y avoir de l'énergie disponible et on peut enclencher
soit une autre fusion, etc. Et la question était de savoir s'il était possible, peut-être, qu'aucune force de fusion ou autre, éventuellement, empêche cette gravitation parce que la gravitation est trop forte. Et c'est ça que Chandrasekhar a fait mathématiquement avant tout le monde, alors qu'absolument personne ne voulait écouter même ce qu'il disait, refusait d'imaginer qu'on puisse avoir ces naines blanches là dont Jean-Pierre a parlé tout à l'heure, qui sont des cœurs d'étoiles qui restent là ultra chauds, ou des étoiles à neutrons qui sont il n'y a que des neutrons, c'est d'une densité absolument phénoménale. Tout ça, ça avait été prédit par Chandrasekhar. Il y avait des petits morceaux qui manquaient peut-être, mais en gros, tout le schéma de l'histoire de la vie d'une étoile jusqu'à la fabrication potentielle de trous noirs, on l'a réalisé après, c'est décrit dans les équations de Chandrasekhar, qui n'utilisaient pas que de la gravitation, mais l'ensemble des interactions qui étaient possibles au niveau atomique, au niveau du noyau des atomes. C'était quelqu'un d'absolument fabuleux, je trouve. Prix Nobel de physique. Prix Nobel de physique au final. Que n'a pas eu John Wheeler, qui l'aurait quand même mérité, ni Necker. Oui, merci pour ces précisions importantes. Alors après, on quitte, en fait, dans les années 60, on a plein de choses à dire, donc on va aller un peu plus vite, mais c'est intéressant. Dans les années 60, en fait, les trous noirs quittent le domaine purement théorique pour entrer dans l'observation. Là, en fait, on est en 63, Martin Schmitt, depuis l'observatoire du Mont Palomar en Californie, observe cette source qui s'appelle, qu'on a appelé un quasar après, 3C273. Et on comprend que c'est un objet extrêmement lointain, prodigieusement lumineux. C'est le premier quasar. Qu'est-ce que ça nous dit en fait sur les trous noirs? Qu'est-ce qu'on s'est dit avec cet objet? Oui, alors les quasars, on commence d'abord par les découvrir sous forme d'ondes radio, qu'on appelle les radiosources, puis après on voit des contreparties optiques, comme notamment 3C273, qui est l'un des quasars les plus connus. À l'époque, on les appelle quasars, c'est une contraction de ce que ça veut dire quasi-star, c'est presque une étoile. C'est-à-dire c'était aussi ponctuel à l'époque, hein, dans les télescopes, c'était aussi ponctuel que les étoiles. Et puis, donc au départ, on n'avait pas encore une estimation sur leur distance, donc on pensait que c'était peut-être des étoiles très brillantes dans notre galaxie. Et puis, on commence à mesurer un décalage spectral, ce qu'on appelle vers le rouge, qui indique une distance phénoménalement grande, ce qui donc... Ça ne collait pas avec une étoile. Ça ne pouvait pas être une étoile, et ça devenait un objet fabuleusement lumineux. Mais tellement lumineux que même les réactions thermonucléaires n'étaient pas assez efficaces pour expliquer ces libérations phénoménales d'énergie. Il n'y a que les libérations d'énergie gravitationnelle, c'est-à-dire la chute de matière dans un objet très dense. Et donc l'hypothèse a été faite dans les années 60 par Lynden-Bell, qu'il s'agissait d'un trou noir. Le cœur des galaxies pouvait abriter des trous noirs géants et supermassifs. C'est donc dans les années 60. Oui, et que les quasars étaient donc alimentés par la chute de matière dans des trous noirs géants. Voilà. Redis-moi le nom, il y avait une femme dans les deux personnes. J'avais une slide, mais elle a disparu. Non, j'ai dit Donald Lynden-Bell. Ah, ok. D'accord. Pas confondre avec Jocelyn Bell pour les plus Non, bien sûr. Ok, alors ça, c'est le premier indice observationnel, et puis il y en a un autre. Mais c'était tout à fait indirect. C'était absolument pas du tout une preuve de l'existence des trous noirs. C'était des arguments d'ordre énergétique, simplement. Et puis après, il s'est posé la question, cette fois-ci, comment les trous noirs stellaires sont arrivés sur le devant de la scène? À travers... ce qu'on appelle vous savez peut-être pas, mais la plupart des étoiles vivent en couple, des systèmes d'étoiles doubles, voilà. Et dans certains couples, vous avez une étoile ordinaire, gazeuse, et puis son partenaire plus massif a explosé en hypernova, formé un trou noir stellaire, un trou noir stellaire qui va fonctionner comme une sorte d'aspirateur gravitationnel. On le voit là, donc. C'est son avis d'artiste, oui, évidemment. Bien sûr. Voilà. Et donc une étoile qui est en train de se faire manger par une autre. L'enveloppe gazeuse de l'étoile, disons, on va dire normale, est aspirée progressivement et va former une structure autour de cet objet, le petit objet qui peut être aussi d'ailleurs une étoile à neutrons ou un trou noir, et ce qu'on appelle un disque d'accrétion. On va avoir évidemment l'occasion d'en reparler. Et le gaz tourbillonne et en s'approchant progressivement, perdant de l'énergie, il chauffe à des températures de millions de degrés, et avant de disparaître dans le trou noir, il va y avoir des émissions de rayonnement de très haute énergie qui s'appellent des rayonnements X. Voilà. Alors ça, il y avait déjà donc des modèles astrophysiques, parce que c'est là où toujours la théorie entre en jeu avant l'observation. Il y avait des modèles de disques d'accrétion, quel type de rayons X on pourrait avoir. Et il a fallu attendre le lancement d'un premier télescope à rayons X, parce que les rayons X
heureusement, sont arrêtés par le couche supérieur de l'atmosphère et n'arrivent pas au sol. C'était 1971, on lance un satellite qui s'appelle Ouru, et il découvre effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui les sources X binaires, et donc avec les premiers candidats trous noirs, puisque finalement on observait des bouffées de rayonnement X associées à des systèmes d'étoiles doubles dont on ne voyait qu'une composante optique, et à côté il y avait des bouffées de rayonnement X dont le spectre ressemblait aux modélisations qui étaient faites. Donc on a commencé à se dire, mais voilà, on commence à avoir des candidats trous noirs. Donc ce qu'on voit là, sinus X1, c'est ça, sur l'image à droite, c'est donc cette première observation. Parce que les étoiles à neutrons, qui sont aussi des objets extrêmement compacts, peuvent produire les mêmes phénomènes. Donc il a fallu affiner les choses et faire intervenir ce qu'on appelle un critère de masse, puisque c'est justement Chandrasekhar qui est à l'origine de ça. Les objets compacts qui ne sont pas des trous noirs ne peuvent pas dépasser certaines masses limites. Donc une naine blanche ne peut pas dépasser 1,4 fois la masse du Soleil. On appelle ça justement la limite de Chandrasekhar. Et une étoile à neutrons ne peut pas dépasser 2,5 fois la masse du Soleil. Quand je dis ne peut pas, ça veut dire qu'au-dessus, la gravitation l'emporte sur toute résistance de la matière, aussi rigide soit-elle. Et donc au-delà, la physique actuelle ne propose rien d'autre que ce trou noir. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, il fallait arriver à mesurer, en utilisant tout un ensemble de choses, les lois de Kepler, des relations entre la masse et la luminosité des étoiles, pour en déduire la masse de la composante invisible. Ce n'est que lorsqu'on avait une estimation dépassant les 3 fois la masse du Soleil qu'on avait un bon candidat trou noir stellaire. Voilà. Mais ça restait quand même indirect. Alors, ça restait quand même indirect jusqu'à ce que, et là, je me tourne vers toi, Frédéric, jusqu'à ce qu'en 2015, on détecte la première preuve finalement de l'existence des trous noirs grâce aux ondes gravitationnelles. C'était le 14 septembre 2015. Est-ce que tu peux nous raconter cette détection et sa portée, bien sûr? Oui. Alors en fait, cette première détection des ondes gravitationnelles, c'est vraiment une histoire à l'intérieur de l'histoire des trous noirs, puisque il a fallu un siècle entre le moment où le phénomène des ondes gravitationnelles a été prédit dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Toujours la même. Voilà. Donc la prédiction datait du début du XXe siècle, 1915. Et on est passé un peu par les mêmes phases, à une phase de doute théorique quant à la véracité du phénomène, ou est-ce que c'était On peut peut-être l'expliquer rapidement, les ondulations de l'espace-temps. Est-ce que tu peux nous raconter au public un peu simplement qu'est-ce que c'est une onde gravitationnelle? Dans ce cadre théorique où la gravitation se manifeste à travers la courbure que les objets massifs impriment sur l'espace autour d'eux, eh bien, dans cette courbure, on peut avoir des vibrations, donc des oscillations qui vont se propager dans l'espace. Donc, ce sont les ondes gravitationnelles. Donc, un peu comme un caillou qu'on jette dans un étang, on dit toujours ça. Ouais, c'est correct, c'est juste. Et du coup, dans le cosmos, ce phénomène va se produire de manière significative lorsque on a des événements qui mettent en jeu des objets qui ont des masses très élevées, avec des mouvements très importants. Des phénomènes violents. On est dans des phénomènes violents de l'univers. Et en particulier donc la fin de vie de ces systèmes binaires d'astres compacts, donc trous noirs ou étoiles à neutrons, qui finissent par évoluer jusqu'à la collision et la fusion. Okay. Et c'est un événement de ce type qu'on a vu pour la première fois en 2015. Donc après plusieurs décennies de quêtes expérimentales infructueuses. Et en 2015, on s'apprêtait à mettre en service des détecteurs de nouvelle génération. Et là, on a eu la surprise que, alors qu'on s'apprêtait à démarrer les observations, est arrivé le tout premier signal donc provenant de la coalescence de 2 trous noirs d'une trentaine de fois la masse du Soleil chacun. Tu te rappelles de ce jour-là? Comment ça s'est passé? Un petit peu, oui. Un petit peu, tu l'attendais depuis longtemps? On l'attendait depuis longtemps. Comment tu as été prévenue? Alors, j'ai été prévenue en interne dans la collaboration qui regroupe les détecteurs LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe, parce que on analyse nos données en temps réel, en fait. Donc, voilà, à mesure que les données sont prises, on les analyse immédiatement pour savoir ce qu'il en est. Et du coup, un des algorithmes qui analysait les données en temps réel a dit on a quelque chose là. Et alors, ce qui est amusant, c'est que sur le coup, absolument personne n'y a cru. Tout le monde a cru que c'était un test, en fait.
Oui, parce que vous apprêtiez à mettre en service, à mettre en service instrument. les instruments et ça nous arrivait d'injecter des signaux, des faux signaux, juste pour tester notre capacité à les détecter. Donc sur le moment, tout le monde a cru que c'était un test juste avant de démarrer. Et quand on nous a dit non, il n'y avait aucun test qui était en route à ce moment-là, là on a réalisé que c'était la toute première détection. Mais alors, comment est-ce que vous avez, c'est-à-dire que là, j'imagine que vous n'avez pas vu l'image de 2 trous noirs qui dansent l'un autour de l'autre, vous avez eu des datas un peu brutes, comment est-ce que vous en avez déduit qu'il s'agissait de trous noirs ? Parce que, en fait, le signal d'onde gravitationnelle est directement lié à la dynamique du système. Donc, en fait, il est relié aux orbites de ces 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre de manière de plus en plus rapprochée. Et l'évolution du signal, dans son amplitude, dans sa fréquence, porte directement la signature des propriétés de la source, en particulier les masses des trous noirs qui déterminent le signal avant tout, et aussi de manière plus subtile leur vitesse de rotation sur eux-mêmes. Vas-y, tu as une question, Jean-Pierre. Oui, non, parce que là encore, il y avait une modélisation théorique qui précédait. Et justement, j'en profite pour dire que cette modélisation théorique avait notamment été faite dans le groupe d'astrophysique relativiste, qui était le nom du laboratoire où je travaillais également à l'époque, par Thibaut Damour. Qui aurait aussi mérité le prix Nobel, peut-être. Voilà. Et donc, voilà, on a une prédiction en calcul théorique, et puis qui, effectivement, est confirmée par des observations. Voilà. Mais je veux dire quand même, cette date... Et capitale, c'est une date importante dans l'histoire de l'astronomie. D'abord, c'est la naissance qu'on a appelée l'astronomie gravitationnelle, qui est l'astronomie de plus haute précision. Elle est beaucoup plus précise que l'astronomie électromagnétique, notamment justement la détermination des masses des trous noirs par an se fait d'une façon incroyablement précise par rapport aux déterminations de ce qu'on appelle les trous noirs électromagnétiques dans les sources X binaires, par exemple. Et donc, pour moi, avec le recul, dans l'histoire des sciences de l'univers, c'est aussi important que le 1610, quand Galilée braque, 1609, quand Galilée braque sa lunette vers le ciel, il voit ce que l'œil humain ordinaire ne voit pas. Avec les ondes gravitationnelles, on voit autre chose. On voit tous ces phénomènes gravitationnels. Et notamment, on ne voit pas que des trous noirs, parce qu'il y a aussi des collisions entre des étoiles à neutrons, des choses comme ça, où il peut y avoir également un signal électromagnétique. Mais il y a des événements où il n'y a que le signal gravitationnel, parce qu'il n'y a pas de lumière qui est sortie. Donc on a accès à... une autre profondeur de l'univers. C'est un autre messager, les ondes gravitationnelles du cosmos. Qu'est-ce que ça vous a dit sur les trous noirs ? Parce que vous aviez un modèle qui correspondait, vous avez compris que c'était des trous noirs, mais est-ce que ça vous a surpris sur la source qui émettait ces ondes gravitationnelles ? Alors, il y avait un élément de surprise qui se trouvait dans les masses des trous noirs mises en jeu. Donc une 30aine de fois la masse du Soleil, c'était nettement plus que les candidats trous noirs qu'on connaissait dans la galaxie, qui étaient plutôt typiquement autour de 10 ou 15 fois la masse du Soleil. Donc ça, c'était une petite surprise, je dirais. En même temps, ce n'était pas une révolution. Les collègues astrophysiciens ont assez rapidement pointé que ça montrait que ces trous noirs étaient nés dans un environnement un peu différent de celui de la Voie lactée, où un environnement qui est dominé par les éléments les plus légers, de sorte que les étoiles massives en fait perdent peu de leur masse par des vents stellaires et arrivent à garder une grande partie de leur masse pour, au terme de leur vie d'étoiles brillantes, former des trous noirs très massifs. Conséquents. Oui, parce que sur ce point-là, c'est-à-dire que les trous noirs dits électromagnétiques, ceux qui sont dans les sources binaires, sont des trous noirs relativement jeunes. Tandis que, par exemple, la première détection de 2015, l'événement, il faut bien savoir, on ne l'a pas dit, mais ça s'était déroulé 1,2 milliard d'années auparavant, avec un signal qui ne dure qu'une fraction de seconde en plus. Le signal passe dans le détecteur. Avec ce décalage temporel, vous imaginez, 1,2 milliard d'années, et plus tard, vous avez le signal qui dure une fraction de seconde et qui passe dans le détecteur. Et effectivement, quand on remonte dans le passé de l'univers, eh bien, ce qu'on appelle les populations stellaires, c'est-à-dire les types d'étoiles, la fonction de masse, etc., est différente. Et donc, on peut imaginer, et on l'a fait effectivement, qu'on peut expliquer des trous noirs anciens, plus massifs que les trous noirs plus récents, parce que effectivement, il y avait moins de métallicité dans les étoiles, ce genre de choses, et donc ça favorise des étoiles plus massives et peut-être effectivement des trous noirs plus massifs. C'est incroyable quand on y pense, c'est-à-dire que 1,2 milliard d'années auparavant, la collision de 2 trous noirs a émis des ridules dans le tissu de l'espace-temps infimes qui ont été détectés sur Terre. C'est complètement vertigineux, on va y revenir. Autre surprise, est-ce qu'on savait
que les trous noirs pouvaient fusionner, danser ensemble. On dit souvent que dans la galaxie, les étoiles, certes, il y en a énormément, 200 milliards, mais elles sont éloignées les unes des autres. Le fait qu'il y ait une interaction comme ça entre des trous noirs, est-ce que c'était une surprise? C'était attendu par les modèles? À quel point? Alors oui, c'était attendu au sens où les étoiles sont souvent en couple, en paire, forment des systèmes binaires. Ce qui était difficile à prédire, c'était l'abondance de ces systèmes binaires de trous noirs. C'est-à-dire qu'il faut que le système binaire survivent aux 2 explosions de supernova de chacune des 2 étoiles, et que le système soit suffisamment lié, voilà, pour rester système binaire de trous noirs à la fin. Et donc là, il y avait d'assez grandes incertitudes sur la probabilité de survie du système, qui faisait que c'était difficile de prédire avec précision à quelle fréquence on attendait ce type d'événement. Mais c'était attendu, et c'était, disons, la source canonique d'ondes gravitationnelles, soit des systèmes binaires d'étoiles à neutrons, soit des systèmes binaires de trous noirs. Okay. Oui, il faut savoir aujourd'hui que donc 10 ans après, il y a quand même un catalogue de plus de 200 événements. On va y revenir, bien sûr. 200 événements gravitationnels. Oui, c'est très riche. Des fusions de trous noirs, des fusions de collisions entre trous noirs et étoiles à neutrons. Donc ça interagit beaucoup. Ouais. Juste rajouter un petit quelque chose sur ce que tu disais sur le signal d'onde gravitationnelle qui met 1 milliard d'années pour arriver jusqu'à nous et qu'on détecte. On peut dire la même chose des ondes électromagnétiques, de la lumière. Ouais. Toutes les galaxies lointaines qu'on voit, pour peu qu'elles soient à 1, 2, 10 milliards d'années-lumière de nous, eh ben on les voit, on voit cette image qui arrive de loin. Et ce que j'adore, notamment dans ce que vous dites toutes les deux, c'est qu'on a ce nouvel œil qui nous permet certes de continuer à regarder la lumière, les ondes électromagnétiques venant de partout, mais c'est comme si on enlevait un voile et qu'on entendait autre chose, une sorte de vibration constante qui est là. Alors Jean-Pierre parle de 200 détections de collisions, ce qui est colossal, ce qui laisse présager un nombre immense de collisions qui auraient lieu partout, ce qui laisse même imaginer, on a commencé à voir ça, qu'il y a une sorte de vibration constante de notre univers qui est là en permanence suite à des collisions qui ont eu lieu entre, disons... hier, non, mais disons entre il y a quelques millions d'années, milliers d'années, millions d'années, et jusqu'à il y a 10-13 milliards d'années avant aujourd'hui, qui fait vibrer encore l'univers tout entier en permanence. On est au tout début de cette nouvelle astronomie, où on a à peine commencé à voir des choses. Par exemple, dans les trous noirs que vous observez, la taille des trous noirs est relativement précise. Étant donné qu'on connaît la forme des ondes, on sait qu'il y a certaines émissions d'ondes gravitationnelles qu'on n'est pas encore capable de détecter. Oui, par exemple, les trous noirs géants qui sont au centre des galaxies, comme il y a des fusions de galaxies, il y a aussi des couples de trous noirs géants. Ils sont assez rares, voilà. Mais effectivement, c'est dans des gammes de fréquences de vibrations qui, pour l'instant, sont hors d'accès des détecteurs d'ondes gravitationnelles qui sont terrestres, qui s'appellent des interféromètres. Mais effectivement, il y a ce fameux projet LISA, détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace, qui pourrait donner accès dans les prochaines années à également des fusions de trous noirs géants, des fusions de trous noirs supermassifs. Ça peut paraître contradictoire de se dire que des trous noirs géants qui se rentrent dedans sont quelque part plus difficiles à détecter que des petits trous noirs qui se rentrent dedans. Mais c'est parce que quand les trous noirs sont géants, les endroits où les collisions ont lieu, eh ben, les ondes vont avoir des fréquences, vont former des vagues dans l'univers qui sont moins impressionnantes, moins faciles à détecter que les plus petites ondes qu'on aura quand des petits trous noirs se rentrent dedans. Alors justement, comment on détecte une onde gravitationnelle ? C'est pas là, c'est là. Excusez-moi, je reviendrai après. Ah ben non, c'est le HT. Eh bien... Oh là, puis en plus, je vous spoil et tout, ça va pas du tout, quoi. Eh bien, c'est pas grave. C'est les joies du direct. On va rester sur celle-là. J'avais une belle slide, parce que moi, j'ai eu la chance d'aller au détecteur LIGO en Louisiane. Et j'avais mis des belles photos. Dommage. Frédéric, explique-nous comment on détecte les ondes gravitationnelles. Alors, évidemment, sans aucune photo, ça va être compliqué. On va faire au mieux. On va le faire avec les mains. Donc, ces vibrations de l'espace, elles déforment l'espace en le contractant
ou en l'étirant suivant 2 directions perpendiculaires. Alors la difficulté, c'est que ces déformations et du coup les variations de distance qu'elles vont imprimer dans l'espace, elles sont absolument minuscules. Sur Terre, ce qu'on doit mesurer, c'est des variations de distance entre des objets en chute libre qui sont bien inférieures à la taille d'un noyau d'atome, par exemple. Donc la difficulté, c'est 10 000 fois plus petit qu'un proton. Alors, peut-être pas 10 000 fois. Ouais, c'est quand même de 2000 fois, voilà. Incroyable. Alors j'avais aussi une image que ça correspond à la variation de distance entre la Terre et Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous, équivalente à la taille d'un cheveu. Oui, ça doit être à peu près ça. Ouais. Donc, vous vous rendez compte de ce qu'ils font? Donc c'est ça qui a fait toute la difficulté expérimentale. Et donc pour arriver à faire ça, on utilise des interféromètres géants. Donc on va utiliser un faisceau laser qu'on fait circuler entre des miroirs qui sont disposés en L. C'est ça, donc c'est des espèces de grandes voies comme ça en L sur un très grand espace. C'est des kilomètres et des kilomètres. Voilà. Et donc les miroirs sont séparés par des grandes distances de plusieurs kilomètres. Et donc les faisceaux laser se propagent, sont réfléchis aux 2 extrémités et viennent se recombiner au centre du L. Et la manière dont ils se recombinent, dont ils interfèrent, dépend de la différence de chemin parcouru dans chacun des bras du L. Et comme donc les ondes gravitationnelles vont déformer le L de manière asymétrique, en contractant l'espace, en l'étirant d'un côté ou de l'autre, voilà, c'est comme ça qu'on peut repérer leur passage. Et donc il y a plusieurs détecteurs comme ça, donc le détecteur LIGO en Louisiane et le détecteur Virgo. Alors aux États-Unis, on a 2 détecteurs LIGO, donc effectivement un en Louisiane et un au nord-ouest des États-Unis, et en Europe le détecteur Virgo qui se trouve en Italie, et le petit dernier au Japon, Kagra, qui est proche de fonctionner. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, Christophe. Ça peut paraître complètement absurde de trouver des variations de distance de cet ordre-là. Mais il faut savoir grâce à notre compréhension de ce qu'est l'électromagnétisme, de ce qu'est la lumière, de ce que sont ces lasers, on sait que les lasers, ce sont des petites vagues qui vont se balader dans l'espace. Et on n'a pas besoin d'être... On sait que certaines couleurs, disons... peu importe ce que ça signifie, ça correspond à la taille entre 2 vagues. Et ça, on sait fabriquer des lasers qui ont des tailles vraiment ridiculement petites entre 2 vagues. Si vous les superposez bien les 2 vagues, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une. Mais si elles sont légèrement décalées, même de l'ordre d'un cheveu par rapport à la distance entre la Terre et Proxima du Centaure, eh ben, ça fait une différence de couleur, on pourrait dire de couleur ou de forme qui va apparaître. C'est ça qu'on appelle un interféromètre. C'est que lorsque ça va se décaler, ça va créer une figure sur les détecteurs qui est différente. Et ça, on peut le détecter à grande échelle, on peut le rendre macroscopique alors que c'est minuscule. Et c'est ce genre de choses que Madame Galilée, qui est à gauche, comme l'a appelé Jean-Pierre tout à l'heure, Frédéric, qui utilise ce nouvel instrument, c'est ce genre de décalage de lumière qui peut apparaître. Et c'est ça qui sont faits dans ce L dont on parle, où il y a le laser d'un côté, le laser de l'autre, et à l'endroit où ils se recombinent, des variations minuscules sont détectées. Je ne vais pas donner de chiffres, mais un objet, par exemple, qui aurait la taille de la Terre de 10 000 km, au passage d'une onde gravitationnelle puissante, typiquement donnée par une collision de trous noirs, la taille varie d'un atome, de la taille d'un atome. Donc vous imaginez les prouesses technologiques qu'il faut pour arriver à extraire un signal. On peut vérifier si dans la salle, vous le sentez quand vous avez une onde gravitationnelle. Sur la distance Terre Proxima du Centaure. Mais est-ce que tu le sens, toi, quand une onde gravitationnelle te traverse? Si les ondes gravitationnelles étaient puissantes, on se verrait, nous, en permanence déformés, rétrécir. Ça serait assez rock'n'roll, mais en l'occurrence, donc la longueur d'onde du laser qu'on utilise, elle est 1 micron, donc 10 puissance moins 6 mètres. Et les variations qu'on mesure, c'est au niveau de 10 puissance moins 18 mètres. Donc il reste encore 12 ordres de grandeur à gagner, en fait. D'accord, et vous êtes en chemin pour ça. On va en reparler de l'avenir de LIGO et Virgo et LISA. Alors maintenant, si vous le permettez, j'avoue, j'ai été un petit peu loin dans la chronologie. On va revenir un petit peu en arrière. On a parlé donc de
des objets qui étaient d'abord théoriques, puis mathématiques, puis les premiers indices observationnels et enfin la première preuve. Mais on va revenir un petit peu en arrière et on va se pencher sur la première fois qu'on a vu un trou noir, qu'on a essayé en tout cas de représenter un trou noir. Et cette première visualisation, on la doit à Jean-Pierre qui est juste là et ça ressemble à ça. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est magnifique. Mais Jean-Pierre va nous en parler bien mieux que moi, ça date de 1979. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'est passé par la tête? La publication, c'est 79, mais le calcul, je l'ai fait en 1978. Okay. Voilà. Alors, on l'appelle parfois dessin, parce que, comme je l'ai raconté, j'ai finalisé cette image à la main, mais ce n'est pas du tout une vue d'artiste, parce qu'on utilise beaucoup de vues d'artiste, c'est réellement un calcul mathématique que j'ai fait. Alors, je vais raconter un petit peu l'anecdote que je n'ai pas toujours effectivement dévoilée. Donc, nous sommes en 1900. Alors, d'abord, j'étais pas, contrairement à ce qui est présenté sur la Cité des Sciences, je n'étais pas du tout étudiant. Je n'étais plus étudiant, j'avais déjà passé ma thèse sur les singularités de l'espace-temps. Je l'avais passé en 1977. Et la chose amusante, c'est que c'était une thèse que j'avais faite à la suite effectivement d'un séjour dans le laboratoire de Stephen Hawking. J'étais resté quelques mois, beaucoup moins longtemps que Christophe, évidemment. Voilà. Mais c'était l'époque où il y avait Hawking Penrose qui travaillait sur les problèmes des singularités de l'espace-temps, qui était un problème très ouvert à l'époque. Donc j'ai fait ma thèse là-dessus. C'était une thèse de physique mathématique. C'était pas une thèse d'astrophysique. Voilà. Et lorsque j'ai posé ma première candidature au CNRS après la thèse, donc c'était en 1978. J'ai été mis dans une commission, alors c'est des petites anecdotes, mais dans le laboratoire dans lequel j'étais, ça s'appelait le groupe d'astrophysique relativiste, il y avait quelques astrophysiciens, mais il y avait beaucoup de physiciens théoriciens. Et donc, il y avait la possibilité de recruter au CNRS soit dans la catégorie astrophysique, soit dans la catégorie physique théorique. Normalement, de par le travail que j'avais fait, j'aurais dû aller en physique théorique. Mais comme il y avait un autre candidat en physique théorique qui ne pouvait pas se présenter en astrophysique, on m'a dit tu te présenteras en astrophysique. Donc, j'étais candidat à la section astrophysique. Ils n'ont strictement rien compris aux travaux que j'avais fait de physique mathématique parce que ce n'était pas de l'astrophysique, c'était vraiment de la physique mathématique. Et c'est là où mon directeur de thèse, Brandon Carter, l'un des pères fondateurs de la théorie des trous noirs, me dit, écoute, si tu veux avoir un poste au CNRS, il faudrait peut-être changer de sujet. Et il savait qu'à l'époque, d'abord je m'intéressais évidemment à ces objets fascinants que sont les trous noirs, il savait que j'aimais beaucoup le dessin à l'encre de Chine. Okay. Et il m'a dit, dessine-moi un trou noir. C'est pas dessine-moi un mouton. À la Saint-Exupéry, quoi, carrément. Voilà. Mais cette fois-ci, dessine-moi correctement, c'est-à-dire effectivement en faisant tout un calcul mathématique. Donc j'ai mis en œuvre ce programme. C'était un défi, ça n'avait jamais été fait. C'était aussi intéressant parce que moi, j'avais une formation de mathématicien. Je ne suis pas astronome, je suis un physicien théoricien au départ. Et quand je montais à l'observatoire de Paris, dans la section de Meudon, j'étais entouré de beaucoup d'astronomes et je voyais bien qu'effectivement, ils n'étaient pas encore convaincus, à juste titre d'ailleurs, de la réalité des trous noirs. Les sources cubidaires, ça restait quand même très indirect, on est encore très loin pour les ondes gravitationnelles, etc. Donc je trouvais aussi, c'était un petit peu un petit défi amusant de donner à voir à quoi ressemblerait un trou noir. Alors, pas le trou noir nu, parce que le trou noir nu, on ne le voit pas, mais un trou noir entouré d'un disque d'agression. Ça, c'est ces structures gazeuses que j'ai évoquées. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour cela? Il faut écrire les équations de propagation des rayons lumineux dans l'espace-temps courbe engendré par la solution de Schwarzschild ou la solution de Kerr. Et donc, vous calculez... ça veut dire que tu as calculé... vous prenez un disque d'agression, quelque chose du gaz qui brille autour du trou noir. Vous vous placez... à une certaine distance, vous imaginez une plaque de photographie virtuelle à une certaine distance avec un certain angle de vue et vous avez calculé toutes les trajectoires des rayons lumineux issus de toutes les parties du disque d'accrétion qui vont impacter la plaque photo et c'est comme ça que vous avez une photographie virtuelle de trous noirs. Alors, donc on écrit des équations et on les résout. Alors à l'époque, il y avait un seul ordinateur, l'observatoire de Meudon, à transistor, les IBM à transistor, avec des cartes perforées, etc. Alors, l'anecdote amusante aussi là-dedans, c'est que à l'issue du calcul, alors à l'époque... Mais qu'est-ce que l'ordinateur t'a donné? Il t'a pas donné ça? J'ai dû faire mon service militaire en 1978. Et j'avais 3 demi-temps. J'avais un demi-temps à l'école polytechnique où je calculais les profils d'avion, un autre demi-temps à l'école nationale des techniques avancées, et puis un 3e mi-temps où je venais de temps en temps à l'observatoire
Et c'est là où en quelques semaines, j'ai écrit les équations. Après, l'ordinateur m'a donné le flux lumineux sur la plaque photo. Il ne m'a pas donné cette image. Non, c'est ça. On n'avait pas de logiciel pour faire cela. Qu'est-ce que tu as obtenu? Des colonnes de chiffres. J'avais des courbes de flux lumineux sur ma plaque photo, sur ma plaque photo virtuelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais effectivement publier une image qui ressemblait à une photographie, et je l'ai finalisée à la main, c'est-à-dire le soir je rentrais à la maison, j'avais déjà une tablette à dessin avec l'encre de Chine, tout ça, et j'ai fait plaqué dessus sur une sortie papier des courbes de flux qui ne ressemblaient pas du tout évidemment à une photo. J'ai plaqué une grande feuille de papier transparent que j'ai divisé en différentes cases, et dans chaque case, à la main, à l'encre de Chine, j'ai mis un nombre de points noirs proportionnel aux chiffres que me donnait l'ordinateur. Et en tout, en 2 soirées, je crois, j'ai tracé à peu près 10 000 points noirs sur une feuille de papier transparent. Après, je suis allé au service photo du CNRS. On a pris le négatif du négatif, ça a donné le positif, et ça donne donc cette image. Dans les caractéristiques de l'image, au centre, on voit l'œil noir, qu'on appelle en fait l'ombre du trou noir. C'est l'horizon des événements agrandi par un léger effet de loupe gravitationnelle que j'avais calculé. On voit la totalité du dessus du disque de gaz. Attends bien, on va se lever, on va regarder ensemble, d'accord? Tu veux que je la raconte, ta photo? Fais-le, oui, ce sera mieux. Tu veux pas me montrer sur l'écran, puis après Christophe, tu nous. Mais Christophe veut le faire, hein, fais-le. Allez, vas-y Christophe. En ton honneur. Hein. Voilà, en l'honneur de Jean-Pierre, Christophe. Je l'ai raconté tellement de fois que vous aurez magnifique, on va la commenter. Ouais. Alors à la base, un trou noir, comme vous l'avez peut-être compris, comme Jean-Pierre vous l'a dit tout à l'heure, c'est un objet dont la lumière ne peut pas partir. Donc, vu de l'extérieur, comme on l'a dit tout à l'heure, les trous noirs n'ont pas de poils. D'ailleurs, Brandon Carter, qui était le directeur de thèse de Jean-Pierre, fait partie de ce groupe de chercheurs des années 60-70 qui ont fait tous ces théorèmes théoriques expliquant à quoi devrait ressembler un trou noir à l'extérieur, notamment qu'il n'a pas de poils. Donc, c'est une boule qui n'a absolument aucune aspérité. Vous remarquerez que ça ne ressemble pas à ça. Mais imaginez cette boule qui n'a absolument aucune aspérité, à l'intérieur de laquelle il y a une étoile qui s'est effondrée, par exemple. Et ben, au bout d'un moment, elle disparaît pour ne laisser derrière elle que cet horizon, cette boule noire, quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez, c'est la boule noire avec son horizon. L'idée de cette boule noire, c'est que si vous essayez de la regarder tout droit, et ben, vous allez voir du noir. Donc vous dites que ça devrait être une boule noire qui fait la taille de l'horizon d'un trou noir qui est comme ça. Sauf que si vous regardez au-dessus, si vous êtes là et que vous regardez par-dessus, comme le trou noir, il déforme tout l'espace qui est autour de lui, en regardant au-dessus, votre lumière, elle peut passer regarder derrière. Ce qui fait que visuellement, votre trou noir, il va être plus gros que ce qu'il est réellement. C'est l'ombre dont venait de parler Jean-Pierre. Et cette ombre, c'est tout ce qui est à l'intérieur de ça. L'ombre s'arrête à un endroit où la lumière peut faire le tour du trou noir en rond, sans repartir. Elle tourne comme ça, en rond. Si vous avez une lumière sur Terre et que vous la dirigez vers le ciel, elle va partir dans l'espace. Elle n'est pas assez puissante peut-être pour qu'on la voie, mais elle peut partir dans l'espace. Il y a un endroit autour des trous noirs où la lumière va faire le rond, va tourner autour en cercle sans bouger. Et on appelle ça l'anneau de photon. L'anneau de photon. Ouais. Et c'est ce que Jean-Pierre a décrit ici, là. Ces petits points qui sont là, ce sont des photons qui lui tournent autour. Et donc ici, là, plus brillant autour. Et bien là, il faut imaginer que, par exemple, le trou noir de Jean-Pierre vient de manger une étoile. Il a mangé une étoile. Vous avez vu le disque tout à l'heure de matière, de poussière qui tombe autour du trou noir de plus en plus vite et qui devient très brillant. C'est un disque. Mais de la même manière, si vous la regardez avec l'angle de Jean-Pierre, si vous regardez par-dessus le trou noir, votre lumière va être courbée et vous allez pouvoir voir ce qui est derrière. Vous allez voir l'arrière du trou noir. Et c'est tout ce qu'il y a au-dessus, là. C'est la partie qui est plane du disque. Normalement, elle doit être cachée. Qui est normalement cachée, mais qu'on peut voir par-dessus parce que la lumière redescend derrière. Comme si vous lanciez une canne à pêche qui va aller chercher derrière le trou noir. Sauf que c'est de la lumière qui fait ça. Là, pareil. Là, c'est le disque qu'on peut voir un peu en direct, disons. Et en dessous, c'est le même disque qui est là-haut que vous voyez par-dessous. Par-dessous le trou noir avec la lumière qui a pris un autre chemin.
dans le trou noir de Jean-Pierre, la poussière qui tourne autour n'est pas statique, elle tourne. Donc il va y avoir une sorte de direction, forcément. Si rien ne bougeait, ça ne changerait pas. Mais quand la lumière vient vers nous, ça va faire beaucoup plus d'énergie et boum, c'est là. Ça s'appelle l'effet Doppler. Là, il y a absolument autant de matière, sauf que ça fuit. Ça fuit dans l'autre côté, c'est toujours l'effet Doppler. Et les longueurs d'onde, les fréquences sont diminuées. Et du côté où ça se rapproche, c'est augmenté. Donc ça explique la symétrie lumineuse du disque de gaz, qui n'est pas intrinsèque, c'est un effet de distance. C'est parce qu'on est loin qu'il va y avoir cet effet Doppler. Et cette image-là, que Jean-Pierre a publiée en 1979, personne n'avait la moindre idée qu'un trou noir en réalité ressemblait à ça. Peut-être que certains l'avaient imaginé, mais je ne suis pas sûr, parce que les équations, elles sont quand même c'est difficile de visualiser ça immédiatement. Et donc c'est là, bravo Jean-Pierre. Merci Christophe. Et cette image est désormais célèbre. D'un trou noir qu'on n'ait jamais vu. On la retrouve sur des mugs, sur des t-shirts à bon entendeur. Dit, on en a parlé pendant quelques mois, parce qu'effectivement, Brandon Carter avait présenté l'image à la Royal Society devant Stephen Hawking, Roger Penrose, etc. Voilà. Mais après, on a rapidement oublié. J'ai eu quelques échos quelques années plus tard qu'on avait considéré que c'était un petit jeu sans grand intérêt au CNRS. Voilà. Avant l'histoire de l'Event Horizon Telescope qui va... Bon, bah, du coup, ok, j'allais te demander comment tes collègues avaient réagi. Non, mais quand même, comment... C'est la première fois qu'on voit un trou noir. Moi, je passé à autre chose. C'est un petit travail qui n'avait duré que quelques mois de travail. Oui, mais c'est la première fois qu'on voit un trou noir en vrai, donc c'est pas la preuve. C'était la première fois, voilà. oui. Donc en fait, est-ce que tu as eu des questions là, mais je m'attendais pas à ça. Est-ce que c'était surprenant? Est-ce que il devait y avoir des gens qui rêvaient de trous noirs depuis des années et qui mais à l'époque, ça n'a pas eu, je répète, ça n'a pas eu un impact. Peut-être qu'une des raisons pour laquelle ça n'a pas eu un impact fou, c'est que ce genre d'image semble venir de l'astrophysique, alors que Jean-Pierre et toutes les personnes qui travaillaient sur ce genre de choses étaient vraiment en physique théorique. Et la passerelle entre les deux n'existait pas vraiment encore. Elle est arrivée après, visuellement, grâce à l'Event Horizon Telescope, qui était beaucoup plus... Enfin, c'était il y a quelques années. Et là c'était... Je comprends qu'on ait pu considérer que c'est un jeu de théoricien qui va visualiser quelque chose que de toute façon on voit grâce aux équations dans nos têtes. Il a fallu d'ailleurs attendre 10 ans pour que notre équipe, que c'était des jeunes japonais, reprennent mes calculs avec des ordinateurs plus sophistiqués pour commencer à mettre des couleurs en fonction de la longueur d'onde, de la masse des trous noirs. Mais grosso modo, c'était les mêmes types d'images. Et puis après, quelques années plus tard, j'ai un de mes collaborateurs qui s'appelait Jean-Alain Marc, qui maîtrisait l'informatique de manière extraordinaire. Et on commençait à avoir effectivement des ordinateurs. On n'avait plus besoin de faire les dessins à la main. Ça sortait directement par les logiciels. Beaucoup moins drôle. Et qui a fait donc des images extraordinairement belles de trous noirs entourés de disques d'accrétion, y compris pour en faire des films, des choses en mouvement. On est dans un vaisseau spatial, on voyage et chaque image, chacune des images du film est calculée scientifiquement sur le plan mathématique avec ces paysages extraordinaires. On a l'impression de naviguer dans un espace complètement tordu, déformé. C'est la courbe de l'espace-temps qui crée ces phénomènes-là. Alors ton image, elle va quand même prendre de l'importance 40 ans plus tard, c'est ça, je me trompe pas, 2019, 40 ans plus tard, quand pour la première fois, on photographie un trou noir. Révolution, l'Event Horizon Telescope photographie un trou noir supermassif. Et donc, là, on a en l'occurrence affaire à M87, le trou noir qui gît au centre de cette galaxie, qui est un trou noir énorme. De même, est-ce que vous pouvez me raconter ce qu'on voit sur cette image? Après, on va faire le comparatif. On jouera au jeu des 7 erreurs entre la visualisation de Jean-Pierre et les images de l'EHT. Mais là, on voit un donut brillant. Où est le trou noir? Alors d'abord, l'image que j'avais calculée, ça pouvait s'appliquer à n'importe quel trou noir de n'importe quelle masse, à condition qu'il soit entouré d'un disque de gaz. Mais à l'époque, comme on l'a dit, en fait, les trous noirs, tout à l'heure on a parlé des tailles et des masses de trous noirs. Les trous noirs stellaires sont absolument incroyablement petits. Aujourd'hui, peut-être le plus proche trou noir stellaire de nous, il est à 1000 années-lumière. Sa taille se fait 30 km. C'est comme si vous essayiez de voir une bactérie à l'œil nu sur la Lune. C'est même pas la peine
besoin d'y penser. Et donc à l'époque, quand j'ai publié cet article-là, je n'imaginais pas que de mon vivant, on puisse avoir des processus télescopiques capables de détecter les trous noirs, sauf peut-être un trou noir géant. Et à l'époque, le premier candidat à trou noir, vraiment en gros, quand on avait fait quelques mesures astrophysiques, c'était M87. M87, c'est le nom d'une galaxie elliptique géante, au centre de laquelle il y avait des étoiles qui tournaient à des vitesses anormales. Et donc, il y avait une analyse qui avait été faite. Et pour expliquer ces vitesses, les astrophysiciens américains avaient fait l'hypothèse qu'il puisse y avoir un objet de type trou noir de 5 milliards de fois la masse du Soleil. Et donc, j'avais dit, c'était la dernière phrase de mon article qui a été publié en janvier 1979, si un jour le premier candidat que l'on pourrait éventuellement détecter, ce serait le trou noir de Messier 87. Et ça a été effectivement le cas avec l'Event Horizon Telescope, parce qu'un trou noir de 6 milliards de fois la masse du Soleil, à la distance à laquelle il est, grosso modo, sa taille apparente sur le ciel, c'est l'équivalent d'une balle de golf sur la Lune, d'une pomme sur la Lune. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. C'est quand même incroyable. Et aucun télescope optique n'est capable d'avoir cette résolution. Même les grands télescopes spatiaux, James Webb, on est très loin. Mais en radio, on peut faire de l'interférométrie. De la même façon qu'on fait de l'interférométrie gravitationnelle, on fait de l'interférométrie radio. Et donc, effectivement, on a un réseau de radiotélescopes placé sur toute la planète. Ça s'appelle justement Event Horizon Telescope, de l'Antarctique au Chili, en passant par les îles Hawaï, les États-Unis et l'Europe. Et en faisant fonctionner ces radiotélescopes en mode interférométrique, on a l'équivalent d'un radiotélescope de taille planétaire. Et donc, on améliore la résolution. Et donc, les équipes qui ont travaillé là-dessus, qui eux, c'était des vrais observateurs, hein, des astronomes. Et donc, ils ont mis des années à mettre sur pied cette campagne qui était incroyable. On va y revenir. Frédéric, effectivement, on est un peu sur le même genre de technique. Alors oui et non. Oui, on doit combiner. Voilà. Oui, ce qui est vraiment joli et crucial dans ces techniques-là, dont je ne suis pas experte du tout, c'est d'arriver à mettre ensemble des télescopes individuels pour arriver à former l'équivalent d'un télescope à l'échelle de la Terre. Et c'est vraiment cette échelle-là qui permet d'obtenir la résolution angulaire qui est nécessaire. Et l'autre chose qui est remarquable dans le fonctionnement de cette technique d'observation et qui, moi, me fait un peu penser à la vision humaine, en fait, ou dans notre vision à nous, le rôle du cerveau est au moins aussi important que le rôle de nos capteurs, que sont nos yeux. Et là, c'est le cas aussi, c'est-à-dire que les ordinateurs et les algorithmes qui sont nécessaires pour reconstruire l'image à partir des données qui sont assez parcellaires est absolument crucial. Ce n'est pas une photographie, c'est une reconstitution à travers une masse de données. Chaque donnée est recueillie par tous ces radiotélescopes, des milliards de voilà, données. Effectivement, voilà. Qui sont et donc, combinés. après, pour sélectionner, il a fallu faire des quantités de simulations numériques plus sophistiquées que celles que j'avais faites, hein, avec les supercalculateurs que vous voyez là. Et après, il fallait effectivement sélectionner à travers un catalogue déjà précalculé, sélectionner pour reconstruire une image la plus plausible possible. Ça a commencé avec M87, effectivement. C'est ça. Après, alors, c'est quand même juste une précision sur la technique. En fait, pour pouvoir combiner tous ces télescopes en même temps, il faut faire l'observation en même temps, que tous les télescopes pointent en même temps. Donc, il faut, aux quatre coins de la planète, qu'ils fassent une bonne météo. Il faut synchroniser les horloges atomiques. Il faut une précision du diable pour arriver à faire ça. Oui, et donc c'est pour ça qu'ils ont attendu. Le projet avait commencé à être sur pied au début des années 2000, et ce n'est qu'en 2017, effectivement, qu'il y a eu la première campagne. Parce qu'il faut aussi réserver le temps d'observation. Sur les télescopes qui servent à autre chose, qui ne sont pas dédiés. Et ce n'est qu'au mois d'avril, pendant 3 jours et 3 nuits, ils ont eu accès à ces 8 ou 9 radiotélescopes pour faire ces observations-là. Et après 2 années de calcul sur ordinateur pour sortir l'image. C'est beau, hein. Donc, donc, la première, M87. M87, donc on voit bien au centre l'ombre du trou noir. Mais c'est ça. Et qu'est-ce que toi, tu as ressenti autour, une structure lumineuse. Ça a dû t'émouvoir quand même. C'est un peu comme, tu parlais de Galilée tout à l'heure. Comme si Galilée avait vu les photos des lunes galiléennes, quoi. Là, tu vois... Sauf que Galilée a pu être surpris. Moi, ça n'a pas été mon cas. Okay. Parce que les équations de la relativité générale s'appliquent ici aussi. Ça s'appliquait ici. Oui. Après M87, donc image en 2022 publiée de Sagittarius A. Vous pouvez nous parler aussi de ce trou noir qui gît au centre de notre propre galaxie et qui est beaucoup plus petit.
Je ne veux pas trop parler de Sagittarius. Mais il est énorme par rapport à... Il fait 4 millions de fois la masse du Soleil à peu près, mais c'est quand même 1000 fois plus petit que celui de M87. Mais c'est le nôtre. C'est le trou noir supermassif qui est au centre de notre propre galaxie à nous, qui est d'une certaine manière beaucoup plus difficile à observer que M87, ne serait-ce que parce que nous, on fait partie de notre propre galaxie. Et pour le voir, il faut regarder à travers la tranche, à travers toute la poussière, disons les étoiles qui sont en chemin. C'est pas facile du tout à observer. Et c'est pour ça que ça a pris plus de temps que M87 de l'obtenir. Il y a une autre raison aussi, hein. C'est parce qu'en fait le disque d'accrétion autour de Sagittarius à étoile, il est beaucoup plus turbulent. C'est une structure plus petite, donc tous les disques d'accrétion ont une variabilité en luminosité intrinsèque. Le trou noir de le disque d'accrétion autour de M87 était tellement gigantesque que sur une échelle de 3 jours, il est stable. Voilà. Au contraire, pour le trou noir, le disque d'accrétion autour de Sagittarius à étoile, il est extrêmement instable. Et donc, essayer de reconstituer l'équivalent de prendre une photo, entre guillemets, même si ce ne sont pas des photos, c'est essayer d'avoir comme une photo d'un chien qui court après sa queue, par exemple, et essayer d'avoir une photo à bonne résolution, c'est extrêmement difficile. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont mis 2 ans de plus, alors que les observations ont été faites en même temps que MC87. Il a fallu revoir les logiciels, améliorer les logiciels pour arriver à sortir la structure. Et celui-là, on savait qu'il était là aussi. M87, on avait de bonnes raisons de penser qu'il était là, et celui-là aussi, notamment parce que des études avaient été faites de plein de manières différentes. Il y avait eu des rayons X qui nous étaient parvenus de ces endroits-là par pulse, là, par moment. Il y a des petits bursts de rayons X qui nous arrivent. Et parce que la trajectoire des étoiles dans le voisinage de ce trou noir avait été observée pendant plus de 10 ans par 2 équipes, d'Andrea Goetz, dont on parlait tout à l'heure, et Gerhard Denzel, qui ont vu la façon dont certaines étoiles tournaient autour. Et l'une d'entre elles, c'est assez rigolo. Alors, je ne sais pas si elle a encore le record, mais à l'époque, c'était le record de l'objet le plus rapide dans l'univers massif. Hein. On a une étoile qui est beaucoup beaucoup plus grosse que le Soleil, qui va à environ 10 millions de kilomètres par heure et qui soudain choisit de faire demi-tour. Et on voit rien, il n'y a pas d'objet qui crée ça. Et les calculs disent que pour pouvoir faire demi-tour à une étoile à cette vitesse-là, de cette masse-là, il faut quelque chose de 4 millions de fois la masse du Soleil, dont on a ici une reconstitution. Et est-ce que vous pouvez, parce qu'on parle de disque d'accrétion depuis le début, peut-être expliquez-nous ce que c'est que cet anneau brillant autour des 2 photographies. Quand l'image est sortie, on s'est dit ça y est, c'est formidable, on a retrouvé les calculs du disque d'accrétion, etc., etc. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Vous voyez là, par exemple, surtout sur Sagittarius à étoile, là, vous ne voyez pas l'effet Doppler. Pourquoi parce qu'il y a plusieurs points brillants. Et normalement, s'il y avait l'effet Doppler, ça serait que d'un côté. Hein, voilà. Et donc, ça n'a pas beaucoup été dit, ça n'a pas beaucoup été écrit. Mais en fait, ce que l'on voit, ce n'est pas vraiment le disque d'accrétion. C'est l'anneau de photons. Alors, explique-nous ce que c'est que l'anneau de photon. Et peut-être l'anneau de photon, on l'avait monté sur mon image précédente. Là, ce qui entourait, là, c'est la zone où les photons tournent autour. Et se font avaler ou pas. Oui. Alors, normalement, théoriquement, c'est quelque chose d'extraordinairement mince. Maintenant, la résolution des instruments, c'est déjà extraordinaire, mais elle n'est pas sûre. On a calculé, en fait, on a calculé que le diamètre moyen de ces anneaux de lumière, aussi bien autour de M87 que de Sagittarius à étoile, le rayon moyen, ça correspond exactement au calcul théorique que donne la relativité générale pour le rayon de l'anneau de photons autour d'un trou noir de masse donnée, déterminée par d'autres méthodes, dont la masse de M87 donne un rayon pour l'anneau de photons. C'est exactement ce qui est observé. Et pareil pour Sagittarius à étoile. Donc, ce n'est pas le disque d'accrétion, et ne serait-ce que parce que, je ne vais pas rentrer dans des choses compliquées, mais c'est observé que dans une longueur d'onde particulière, hein, on appelle ça une longueur d'onde millimétrique. Donc déjà là, ce sont des fausses couleurs, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de couleur dans les longueurs d'onde millimétriques, bien entendu. Et dans les longueurs d'onde millimétriques, la partie qui est normalement la plus lumineuse du disque d'accrétion, elle est très faible. C'est l'anneau de photons qui donne la contribution principale dans cette longueur d'onde. Et il serait aussi épais, l'anneau de photons, là? Parce que il est épaissi par le manque de résolution dans l'instrument. Ah oui,
Okay. Mais ça s'améliore. L'Event Horizon Telescope, ça grandit au cours du temps. Et puis, les logiciels s'améliorent. Et aujourd'hui, on a des images plus récentes où ça devient un peu plus fin. Pas aussi fin que devait être l'anneau de photon, mais on y arrivera un jour. Alors du coup, on va jouer... Là, j'avais promis ça. On va jouer au jeu des 7 erreurs. J'ai superposé les 2 images. Qu'est-ce que... Ah ben oui, non. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que vous voyez là, avec un angle de vue, vous devinez que l'angle de vue, il est différent. Hein, là. Mais ce que vous voyez là, c'est pas ça. Ce que vous voyez là, c'est ça. C'est l'anneau de photon élargi. Et ça, dans les longueurs d'onde millimétriques, ça ne se voit pas. Révélation quand même ce soir. Ça n'a pas beaucoup été Révélation raconté. de Jean-Pierre Lemierre, vous êtes en exclusivité. Ça, c'est pas encore dans Ciel et Espace. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ok, l'heure tourne. Je crois qu'il nous reste une demi-heure. Question comprise. Alors, attendez. Est-ce qu'on va là d'abord? Allez, on va aller là d'abord. Qu'est-ce qui se passerait? On a parlé des trous noirs stellaires, des trous noirs supermassifs. On a vu leurs images. Qu'est-ce qui se passerait si, comme dans Interstellar, on traversait un trou noir stellaire ou un trou noir supermassif? Qu'est-ce qui se passe? Tu me regardais moi pour ça? Ouais, je veux bien. Tu veux y aller? Alors, on peut dire que ça dépend pas mal de leur taille et ça dépend pas mal de ce qu'on comprend. Physiquement, est-ce qu'il y a une frontière au trou noir? Est-ce que l'horizon, cet endroit où si on le dépasse, on ne peut plus ressortir même si on va à la vitesse de la lumière, est-ce que cet endroit est physique? Il se trouve que suivant la réponse qu'on va donner au problème dont on parlera juste après, il y a pas mal de scientifiques ces dernières années qui ont imaginé des choses solides qui ont lieu à l'horizon des trous noirs. On pourra y revenir tout à l'heure. Mais en attendant, si le trou noir est petit, en gros, l'horizon n'est pas très loin d'un endroit où il y a une gravitation très forte. Du coup, on est un peu démoli au moment où, même avant de passer l'horizon du trou noir, on peut être démoli par des forces de marée, de gravitation. On est déchiqueté, quoi. On est déchiqueté un petit peu. En revanche, si le trou noir est gigantesque, eh bien, il peut être tellement grand qu'il est possible de traverser l'horizon sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que les effets de gravitation, et je parle théoriquement là, c'est-à-dire dans un endroit de l'univers où il n'y aurait rien autour, il n'y aurait pas de choses qui soient tombées, qui auraient créé un disque d'accrétion qui nous aurait donné un petit peu la puce à l'oreille, rien, et bien si le trou noir est suffisamment grand, on peut ne rien sentir du tout. Il y a une façon de voir... Jusqu'à un certain point quand même. Il y a une façon de voir. Tout à l'heure, Jean-Pierre parlait de Schwarzschild qui manquait sur les photos. Schwarzschild, ce qu'Einstein nous a donné, d'une certaine manière, c'est qu'il a dit qu'en gros, la géométrie de notre univers nous est donnée parce que l'univers contient. L'énergie va donner une géométrie, et s'il y a une certaine géométrie, c'est qu'il y a une certaine énergie à l'intérieur. Et lorsqu'on essaie de décrire une géométrie, ce qu'il nous faut, c'est de pouvoir dire comment va se propager un rayon lumineux, comment va être une ligne droite, en gros, comment est-ce qu'on détermine une distance. Et c'est ça que Schwarzschild nous a donné. Il nous a donné, quel que soit l'endroit qu'on veut, autour de quelque chose qui est rond et massif, il va nous dire la géométrie va être ceci, cela, déformé et compagnie. Maintenant, ce qui était amusant à l'époque, c'est qu'on a réalisé que ça ne correspondait plus à des géométries de Newton, mais c'est que l'espace et le temps, tous les deux, apparaissent dans la géométrie. Si on veut faire une distance, il faut compter la distance dans l'espace et dans le temps. Et là, je vais faire appel à votre imagination. Imaginez que vous ayez une distance où il y a un premier terme qui vous dit voilà la distance dans le temps, et un deuxième terme qui va vous dire la distance dans l'espace. Dans la réponse qu'a trouvé Schwarzschild, il y a ces deux termes-là, et il y a un endroit où lorsqu'on le dépasse, lorsqu'on le traverse, ces deux termes-là s'inversent. Ce qui était espace devient du temps, ce qui était du temps devient de l'espace. Cet endroit-là, c'est ça qu'on appelle l'horizon du trou noir. Donc on pourrait dire, d'une certaine manière, même peut-être un peu plus poétique que scientifique, mais d'une certaine manière, que le moment où vous traversez l'horizon du trou noir, c'est comme si avant, vous tombiez vers le bas, et une fois que vous avez traversé l'horizon, vous tombez vers le futur.
C'est-à-dire que c'est pour ça que vous ne pouvez pas aussi revenir en arrière, parce que ça signifierait revenir dans le passé, ce qui n'est pas possible. Donc c'est une façon de voir. Après, il y a d'autres manières de voir l'horizon des trous noirs, mais une façon de voir ça, c'est de vous dire que sans vous en rendre compte, en traversant l'horizon d'un trou noir gigantesque, ce qui était le bas devient le futur. Donc vous tombez vers le futur. Donc une sorte de machine à voyager dans le futur. Le temps existe déjà à l'extérieur, mais il est dans une autre direction. Et dès l'instant où vous traversez l'horizon du trou noir, ce qui vous emmène vers la singularité, la chose extrême qui serait au centre, c'est le temps qui vous y emmène. Ce sont justement ces propriétés très étranges des trous noirs qui n'ont rien à voir avec les propriétés des autres astres dont vous avez parlé, qui ont suscité autant de résistance, y compris parmi les très grands théoriciens, très grands théoriciens de l'époque, puisque quand on calcule les trajectoires franchissant l'horizon des événements, en tout cas au moins dans la solution de Schwarzschild, il y a donc effectivement, il y a le futur, mais il y a une fin du futur. Le futur se termine dans quoi? Dans ce qu'on appelle une singularité, qui est justement l'objet de ma thèse de doctorat. Et cette singularité, ça devient une absurdité physique, tout devient infini dans une singularité, une sorte de nœud de l'espace-temps. Et pendant très longtemps, on a associé le trou noir à une singularité, et c'est pas la bonne définition. La bonne définition d'un trou noir, c'est la formation d'un horizon des événements. Et après, il faut être honnête, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. On ne peut qu'y envoyer nos équations et nous savons qu'elles sont incomplètes, qu'on ne peut pas extrapoler indéfiniment les équations de la relativité générale jusqu'à une singularité. Ça, c'est une des grosses différences entre la théorie de Newton qu'on apprend, qui mathématiquement fonctionne partout. Il n'y a pas de fin à Newton dans les équations de Newton. En revanche, dans les équations d'Einstein, ce que dit Jean-Pierre et ce sur quoi il a travaillé pendant sa thèse, c'est qu'il y a les équations elles-mêmes nous disent qu'au-delà d'une certaine densité, au-delà d'un certain extrême, on ne peut plus faire confiance à ces équations. Il y a une humilité dans les équations d'Einstein que je trouve superbe, qui nous dit on sait que ce n'est pas la théorie ultime. Il y a un truc à l'intérieur des trous noirs, et ça, c'est des théorèmes qui ont été démontrés par Penrose notamment, et dans d'autres circonstances par Hawking après. Mais c'est l'idée que voilà, la relativité générale d'Einstein a des limites et on sait où elles sont. On sait où elles sont dans le meilleur des cas. Elles peuvent apparaître avant, mais on sait qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout dans les trous noirs non plus. Donc on ne sait pas, effectivement, les équations nous poussent à l'humilité, mais on imagine. Qu'est-ce que donc ces trous noirs qui avalent tout, même la lumière, que devient cette information? Que se passe-t-il une fois que l'information passe l'horizon des événements? Que se passe-t-il derrière? J'imagine qu'il y a tout le groupe dont Brandon Carter, Penrose, Hawking, le groupe de gravitation de l'université de Cambridge des années 60-70, tous ces gens-là qui ont travaillé sur les théorèmes des trous noirs, ils ont au départ travaillé sur les trous noirs qui sont des objets gravitationnels. Et gravitationnellement parlant, un trou noir, ça avale. Ça ne recrache pas. Donc on peut faire tomber quelque chose à l'intérieur. Si jamais on n'arrive pas avec nos calculs à aller jusqu'au bout de ce qui va arriver à ce qui est tombé à l'intérieur, c'est pas très grave. C'est dedans. Peut-être qu'on n'y a pas accès, mais d'un point de vue philosophique, c'est pas perdu pour l'univers. C'est juste à l'intérieur. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a, vous tombez dedans vous aussi. Vous ne pourrez jamais raconter à qui que ce soit ce que vous avez trouvé et vous allez être déchiqueté vous aussi, mais peut-être que votre curiosité sera assouvie. Mais voilà, dans les années 70, 75, 76, entre 74 et 76, disons, il y a un autre... je le fais un peu rapidement, mais il y a un autre aspect qui est arrivé. Tu t'as souri quand je dis je le fais un peu rapidement. Mais ouais, il y a un autre aspect qui est arrivé. Je peux le dire un peu moins rapidement pour pas faire sourire Jean-Pierre. Il y a quelque chose qui faisait qu'il y a toute une série de théorèmes, là, ces théorèmes de trous noirs qui n'ont pas de poils. Il y en a un autre qui est arrivé qui disait que les trous noirs ne peuvent pas rétrécir en taille. Pas que la taille. La surface de l'horizon ne peut qu'augmenter. Et ça, on n'a pas beaucoup d'éléments, d'autres exemples en science d'objets qui ne peuvent qu'augmenter. Il n'y en avait qu'un, en réalité, qui est un objet qu'en général on considère comme étant un gros mot, qui est l'entropie. L'entropie, c'est le degré de désordre. Lorsque vous avez plein de choses qui sont là, c'est le degré de désordre. Rien à voir avec un trou noir, rien.
Mais il y a des gens comme un scientifique qui s'appelle Bekenstein, qui a vu ce résultat de Hawking qui disait que le trou noir ne peut qu'augmenter. Bekenstein, c'était un des élèves de Wheeler, dont on a parlé tout à l'heure, qui était en haut à droite, je crois, sur l'écran, qui avait nommé les trous noirs, disons, à peu près. Et Wheeler avait dit à Bekenstein, essaye de comprendre ce qui peut se passer pour le trou noir. C'est quand même bizarre cette idée de surface qui ne peut qu'augmenter. Regarde si ça n'a pas quelque chose à voir avec la thermodynamique. Ce qu'il a fait, et il s'est dit, l'horizon d'un trou noir, c'est un peu comme une entropie. Et étonnamment, ça s'est arrêté là. Parce que quand il y a une entropie, en général, il y a une température, il y a tout ce genre de... Ça rentre dans un autre domaine qui est les mouvements de chaleur, qui vient de Sadi Carnot, qui a écrit un bouquin extraordinaire, qui a créé cette discipline qui est la thermodynamique, et qui est l'ensemble des mouvements de chaleur. Mais pour avoir des mouvements de chaleur, il faut une température, il faut des choses qui bougent, il faut des états, il faut plein de trucs. Et bien, les trous noirs, il n'y avait pas. Donc on avait une entropie un peu abstraite, et il nous manquait une température. Et c'est là qu'Hawking, au milieu des années 70... Donc là, on te voit, je précise, avec Hawking... La photo où je suis avec lui, c'est pas dans les années 70. Non. Hein. J'étais un peu plus petit. Et tu étais donc étudiant d'Hawking et vous travaillez sur ces problématiques dont tu vas nous parler. Et dans les années 70, il a voulu regarder un petit peu ce qui se passe lorsqu'on envoie une particule vers un trou noir. C'est pour voir comment ça fonctionne, comment elle pourrait être déviée si elle tombe dedans. Mais pas n'importe quelle particule, pas une balle. Il a envoyé une particule quantique à l'intérieur en utilisant un formalisme qui n'avait pas encore été utilisé dans ce genre d'espace. Et en envoyant sa particule dans sa tête et sur le papier vers un trou noir, il a vu que quoi qu'il arrive, qu'elle tombe dedans ou qu'elle reste à l'extérieur, il y a un petit bout qui en ressort. Quoi qu'il arrive. Ce qui voulait dire qu'en gros, il a essayé d'analyser ce phénomène et il a vu que, quantiquement parlant, les trous noirs, des choses pouvaient en ressortir. Et que d'une certaine manière, il retrouvait là potentiellement une radiation et donc potentiellement une température. Et il a fait les calculs, il a trouvé une température au trou noir qui devenaient soudain des objets qui pouvaient irradier vers l'extérieur et donc n'étaient plus que des choses qui avalent, mais des choses qui pouvaient faire ressortir des objets. Mais son calcul était épatant pour plein de raisons, notamment que ce qui sortait du trou noir était indépendant de ce qui était tombé dedans. On aurait pu lancer l'exemple qu'ils avaient pris à l'époque, c'est une encyclopédie. Si vous faites un feu chez vous, vous mettez une bûche, vous allez avoir des flammes, une température, des cendres. Mettez une encyclopédie à la place. Et ben, ça va faire d'autres flammes, un peu, d'autres sortes de cendres et une lumière un petit peu différente. Théoriquement, je ne dis pas que c'est facile, mais théoriquement, si vous récupérez toute la lumière, toutes les cendres, tout ce qui est parti dans le feu, on est capable de reconstituer ce qui a brûlé, de faire la différence entre une bûche et une encyclopédie. Le résultat d'Hawking disait pas les trous noirs. Que vous lanciez une bûche, une encyclopédie ou le même poids en vache, en ce que vous voulez, en un humain, même poids, le trou noir recrachera exactement la même chose. Alors tout à l'heure, vous me demandiez ce qui est arrivé à quelque chose qui tombe dans le trou noir. On ne peut pas le récupérer, certes, mais on se disait que c'était dedans. Donc peut-être compliqué de l'avoir, mais c'est dedans, c'est pas perdu. Là, le trou noir, il s'évapore. On imagine un trou noir qui s'évapore petit à petit. C'est-à-dire que tu dis qu'il émet, donc en fait, progressivement, s'il émet... Comme un verre d'eau chaude qui va s'évaporer et disparaître. C'est pas exactement ça, mais dans l'idée, c'est ça. Le trou noir s'évapore petit à petit pour peut-être disparaître complètement. Et une fois qu'il a disparu complètement, si son évaporation n'a rien à voir avec ce qui est tombé dedans, c'est-à-dire que le trou noir, il a effacé un petit bout de la mémoire de notre univers, parce qu'on ne saura jamais ce qui est tombé à l'intérieur au début. Ça aurait pu être une planète avec toutes des civilisations, avec ce que vous voulez, ou l'équivalent en briques. Ça donne le même résultat. C'est ce qui est devenu ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Et là, il y a eu deux camps. Il y a eu, en gros, le camp de Steven qui disait « l'information est perdue ». Et il y a eu le camp de tous ceux qui faisaient de la physique quantique. Ils disaient « c'est pas possible ». Pour qui ça, c'est complètement la physique l'interdit. C'est complètement impossible parce que dans l'histoire un peu des mathématiques physiques, le principe, c'est si on a une condition initiale,
quelque chose dont on part, eh ben on a des équations qui nous disent ce vers quoi on arrive plus tard. Ça marche pour Newton, ça marche en gros pour Einstein, pas exactement, mais un peu, dans certains cas. Et en physique quantique, c'est un principe fondamental de base, même si les objets sont un petit peu différents au départ. Les trous noirs semblaient mettre à mal la physique. Ils ont résolu les deux camps se sont... Non. Toujours non, je pense. La question n'est toujours pas résolue, mais justement, les trous noirs sont cette interface extraordinaire entre la relativité générale et la physique quantique, qui sont incompatibles entre elles, d'où la recherche actuelle de théories qu'on appelle les théories de gravitation quantique, pour tenter d'unifier les deux et éventuellement résoudre ce paradoxe de l'information. D'ailleurs, Stéphane, comme tu le sais mieux que moi, avait fini par changer d'avis. Je sais, il y a une sorte de pari. C'était ma thèse. Comment ? C'était ma thèse. Oui, bien sûr. Alors, je pense que le public aura plein de questions là-dessus. Je peux peut-être juste préciser un truc sur ce que tu dis là. Et même d'un point de vue historique, si vous voulez. Si vous ouvrez un bouquin de science, quasi n'importe lequel, un peu poussé de science, il y a toujours des constantes qui sont à l'intérieur, qui nous disent un petit peu de quoi on parle. Si on va parler de quelque chose qui va à très haute énergie, c'est-à-dire qui, par exemple, bouge très vite, on va toujours comparer ça à la vitesse de la lumière, et du coup, vous allez avoir la vitesse de la lumière qui est une constante qui va apparaître, et sous la forme d'un petit c. Si vous ouvrez un livre et que vous voyez des petits c au carré, comme dans E égale mc2, il y a le c, c'est haute énergie, il y a la vitesse de la lumière. Vous savez que vous êtes sur les hautes énergies. Il y a d'autres constantes pour plein de trucs. Si vous parlez de gravitation, il y a une constante gravitationnelle, ça va être un G. Si vous parlez de physique quantique, il y a une constante qui s'appelle la constante de Planck, c'est un H avec une petite barre en haut. Et il y en a une troisième, disons, si vous parlez de mouvement de chaleur, de thermodynamique, il y a un petit K avec un B, c'est la constante de Boltzmann. Jean-Pierre venait de dire à l'instant que la physique quantique et la gravitation, c'est en gros, il y en a un qui est pour le très grand, en caricaturant, l'autre qui est pour le très petit. Elles ne se parlent pas, mais c'est pas grave. Il y en a une pour le très grand, l'autre pour le très petit. Donc c'est normal peut-être que ça ne se parle pas et que donc ce sont des théories différentes et il n'y a pas forcément de raison de vouloir les unifier. Elles ont chacun leur domaine d'application. Sauf que ce que Hawking a trouvé dans les années 70, c'est que la température des trous noirs, l'évaporation des trous noirs réunit toutes les constantes. C'est la seule formule qu'on ait où toutes les constantes sont réunies. Donc en gros, la température de Hawking, c'est un trou de serrure. On n'a pas la clé, mais c'est une serrure qui nous dit qu'il existe une théorie de physique de gravitation quantique derrière, qui lorsqu'on la trouvera, devra nous donner ce résultat-là. Donc Hawking nous a montré qu'il y avait une petite serrure dans laquelle on peut essayer de regarder pour voir ce qu'il y a comme théorie de gravitation quantique derrière. Pour moi, c'est une des plus belles formules qui a été trouvée au XXe siècle en mystère à résoudre dans les décennies et siècles à venir d'un point de vue théorique. Super, je pense que vous aurez plein de questions. On va essayer on avait plein d'autres choses à se dire, évidemment, mais on va conclure et vous laisser la parole pour voilà le questions. Ouais, voilà. Le L de LIGO. C'est ça, le L de LIGO était là. Voilà, comme ça, vous avez une idée de à quoi ça ressemble. Et on va finir donc sur ce que nous apprennent là, vous voyez un champ profond du James Webb et on voit plein de galaxies et on sait, le James Webb nous a dit qu'au sein de chaque galaxie, il y a un trou noir supermassif, en tout cas au sein de toutes celles qui sont observées. Je voudrais laisser le dernier mot à toi, Frédéric. Qu'est-ce qu'on attend? Donc, on a beaucoup parlé d'histoire et de présent, les 40 prochaines années, et notamment avec ce nouveau messager que sont les ondes gravitationnelles. Qu'est-ce qu'on cherche à détecter sur le trou noir qu'on ne sait pas encore? Alors, avant de parler du futur, je ne peux pas m'empêcher de parler du présent tout récent. Tout récent, tout actuel. Parce que, en fait, ça a l'air super perché ce qu'ils racontaient les collègues. Là. Mais en fait, alors, il y a une petite partie sur laquelle on a des données observationnelles avec les ondes gravitationnelles maintenant. Et en particulier, cette histoire que les trous noirs ne peuvent que croître, c'est quelque chose qu'on a vérifié observationnellement pour la première fois l'année dernière. C'est magnifique. Donc ça, c'était le cadeau de la nature pour les 10 ans de la détection des ondes gravitationnelles. On a reçu un signal qui était très très similaire à celui de la découverte en 2015. Ce qui avait changé en 10 ans, c'est les détecteurs qui sont beaucoup plus sensibles. Et donc ce signal-là, il a été mesuré avec une bien meilleure précision. Et on a pu du coup vérifier que la surface
de l'horizon du trou noir final était effectivement supérieure à la somme des surfaces de l'horizon des deux trous noirs d'origine. Donc on a vérifié observationnellement le théorème des aires de Hawking. C'est ça vraiment... qui était théorisé par Hawking. Hein. Ouais. Donc très joli. Et alors donc sur l'avenir, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Donc on a des dizaines de signatures. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que on cherche? Par exemple, est-ce qu'on cherche à retrouver les trous noirs primordiaux? On ne sait pas comment ils sont nés, comment ils se sont formés. Est-ce qu'ils ont été en germe dans les galaxies ou pas? Est-ce que LIGO, Virgo et puis leurs successeurs vont nous aider à résoudre ces problèmes? Alors, c'est une des pistes de recherche. Donc, effectivement, donc l'univers primordial était extrêmement dense, extrêmement chaotique. Donc, on peut envisager qu'il y ait eu des fluctuations aléatoires de densité localement qui étaient tellement élevées qu'elles se soient effondrées gravitationnellement pour former des trous noirs dont on dit qu'ils sont primordiaux parce qu'ils ne sont pas issus d'étoiles. Et alors, bon, comme ces trous noirs sont d'une simplicité extrême, il n'y a rien qui distingue a priori un trou noir primordial d'un trou noir d'origine astrophysique. Fondamentalement, c'est la même chose. Si ce n'est que les trous noirs primordiaux peuvent exister dans des gammes de masse où on ne sait pas faire des trous noirs d'origine astrophysique. Donc c'est là qu'on va aller les chercher. Et donc avec LIGO... Voilà, en plus petit. Donc, avec LIGO et Virgo, on cherche si on ne verrait pas des signaux provenant de coalescence de trous noirs qui sont de masse inférieure à celle du Soleil. Alors, ça ne peut pas être très inférieur, sinon c'est plus des sources d'ondes gravitationnelles très intenses et on n'arrive pas à les détecter. Il faut quand même que ça puisse vibrer dans l'espace-temps. Si c'est un peu plus faible, on peut y avoir accès. Alors, on n'en détecte pas pour l'instant, mais si on le faisait, ça montrerait qu'il existe des trous noirs qu'on ne sait pas former de manière astrophysique et qui seraient potentiellement des trous noirs primordiaux. Donc, c'est une des pistes de recherche. Merci. J'ai plein d'autres questions, mais merci beaucoup à tous les trois. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'espère que vous aussi. Et on a 10 minutes pour prendre vos questions. Ouais, on peut les appeler. J'allais le faire après. Alors, il y a une question au premier rang déjà. Ouais. Bonsoir et merci pour ces lumières que vous nous apportez. Donc vous nous avez dit qu'à l'intérieur d'un trou noir, il y a une singularité de l'espace. Et au moment du Big Bang, on avait aussi une singularité. Quel est le lien entre les deux, s'il y en a un? Alors, on a des singularités dans le cas de la relativité générale classique et non quantique. Et justement, l'un des objectifs des théories de gravitation quantique, au-delà d'une possible unification, une théorie de tout, etc., c'est d'éliminer ces anomalies que seraient les singularités. Et on a aujourd'hui des propositions, on a des scénarios. On n'a pas de théorie de gravitation quantique vraiment achevée. On a plusieurs propositions, théorie des cordes, de gravité quantique à boucle, etc., etc. Et dans chacune d'entre elles, je veux dire, l'une des options, c'est effectivement d'éliminer ces anomalies que seraient les singularités de l'espace-temps. Maintenant, comme Christophe l'a dit à un certain moment, dans les années 60-70, à l'époque où on commence à développer la relativité générale sans encore remettre les processus quantiques, il y a les fameux théorèmes de singularité. Premier théorème démontré par Penrose, lors de l'effondrement gravitationnel, il y a une singularité inéluctable qui se produit. Hawking après fait le calcul à l'envers, il remonte cette fois-ci dans le passé et on aboutit à la singularité du Big Bang. Mais encore une fois, je rappelle, c'est une extrapolation des lignes d'univers calculées par la relativité générale classique. Alors, effectivement, ma thèse portait là-dessus. Mais après, quelques années plus tard, sont arrivées les premières suggestions que l'éruption de la physique quantique dans la gravitation allait changer beaucoup de choses. Alors, la première chose, c'est effectivement ce que vient de raconter Christophe, évidemment, sur l'évaporation quantique des trous noirs, paradoxe de l'information, et puis donc l'élimination des singularités. Donc aujourd'hui, en cosmologie, par exemple, on a des scénarios où le Big Bang n'est plus
un point infinitésimal dont sort l'univers, qui vous comprenez bien, c'est une absurdité physique. Le Big Bang ne peut pas être cela. Voilà. Le Big Bang pourrait être, par exemple, une phase de transition entre un avant Big Bang et une phase de transition où les effets de la physique quantique prennent le pas sur les effets de la relativité générale et ce ne serait plus des singularités. Peut-être qu'une simplifier énormément. Peut-être qu'une manière de préciser l'idée par rapport au Big Bang, c'est de définir ce qu'on entend par Big Bang. Et quand on dit théorie du Big Bang, par exemple, ça englobe énormément de théories différentes. Et peut-être que pour comprendre ce que ça signifie, on appelle en gros, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle moi, théorie du Big Bang, toute théorie dans laquelle on part d'un univers qui est petit et plutôt chaud et qui va s'agrandir et venir jusqu'à nous. Dans ces théories-là, et ces théories-là du Big Bang, observationnellement, elles ont l'air correctes. Il y a peu de choses qui nous emmènent dans une direction qui dit non, ça c'est pas bon. Tout semble confirmer que ça c'est vraiment correct. En revanche, comme le disait Jean-Pierre, quand on essaie de remonter dans le temps comme l'a fait Steven, si on reste uniquement à l'intérieur des équations de la relativité générale, on sait que ça s'arrête à un moment. Non pas l'univers, non pas son histoire, mais notre façon de la décrire en utilisant la relativité générale. Et d'essayer d'aller au-delà, c'est ce que fait la gravitation quantique. Je voulais juste préciser ça. Big Bang, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un truc de fou qui se passe au début. C'est probablement le cas. Hein. Mais quoi, on n'en a aucune idée. Pareil pour l'intérieur des trous noirs. Il y a probablement à ces énergies-là une théorie qu'on n'a pas encore découverte et qui nous permettra, ou peut-être qu'on a découverte, mais on ne s'en rend pas compte encore, qui nous permettra d'aller... Donc pour répondre à votre question, la singularité des trous noirs, c'est le temps qui va vers le futur. La singularité du Big Bang, c'est la même, en gravitation pure, mais avec le temps qui va dans le passé. Dans les approches, aussi bien concernant ce qui peut se passer à l'intérieur d'un trou noir, à l'issue de l'effondrement gravitationnel ou au Big Bang, on a tendance aujourd'hui, plusieurs théories de gravité quantique, même si ce ne sont que des scénarios pour l'instant, remplacent cette singularité physiquement inadmissible par un phénomène dit de rebond. Voilà, donc par exemple, au niveau de la cosmologie, il y a des phénomènes, des modèles qu'on appelle les modèles de Big Bang, le modèle de grand rebond. Par exemple, un univers d'avant Big Bang qui s'effondre et au lieu de donner un Big Crunch, une singularité physiquement absurde, il rebondit à une certaine échelle extraordinairement petite. Voilà, la physique quantique prend le pas, redistribue les cartes et peut donner naissance à d'autres Big Bang. Et pareil pour un trou noir, dans l'effondrement gravitationnel, au lieu que ça aboutisse à une singularité, il y aura un rebond à l'intérieur du trou noir. Pour rebondir sur Frédéric, nous on a accès... Il y a plein d'autres questions. Mais on a, pour aller jusqu'au Big Bang, on n'a pas accès jusqu'à la singularité. On ne la voit pas du tout. Et on a vraiment une limite qui ne nous permet pas d'aller plus loin, qui est environ 380 000 ans après cette potentielle singularité. Mais le jour où on arrivera à détecter potentiellement les trous noirs primordiaux qui seraient là-bas, grâce à ce que fait Frédéric, là on arrivera beaucoup plus près de ce genre de choses et on aura peut-être des réponses. Très bien. Autre question, allez-y, levez le doigt. Ah, il y en a plein. Mon Dieu, comment on va faire? Bonjour, merci à vous quatre. C'était vraiment passionnant de vous écouter. Merci d'être venu. Moi, j'ai une petite question. Aujourd'hui, on est dans la cité des sciences et de l'industrie. Et je suis curieux de savoir si ces 40 ans de recherche, ces 40 ans de traque des trous noirs ont une application aujourd'hui industrielle, que ce soit dans les découvertes théoriques que vous avez pu avoir ou dans les outils qui ont été créés pour vous accompagner dans cette recherche. Ah. C'est chez nos invités. Alors, de manière générale, la compréhension des lois de la nature nous permet d'avoir des technologies derrière, parfois avec un certain délai. Je vous donne l'exemple le plus flagrant, c'est celui non pas nécessairement des trous noirs eux-mêmes ou de ça, mais de la physique quantique elle-même. La découverte au début du XXe siècle que les lois de la nature dans le minuscule ne sont pas les lois de Newton. Elles changent, c'est d'autres choses. Et ben, si on n'avait pas ces lois-là, j'aurais pas mon micro,
On n'aurait pas les écrans qui sont là, on n'aurait pas nos ordinateurs, on n'aurait absolument rien de la technologie d'aujourd'hui. Il a fallu attendre 60-70 ans pour que ça commence à, même plus peut-être, pour que ça commence à transformer nos sociétés comme on l'a aujourd'hui. La gravitation d'Einstein nous a donné juste une chose pour l'instant, c'est le GPS, en gros, qu'on utilise toutes et tous, c'est le GPS. Ce qui pour moi signifie une chose, c'est qu'on l'a trouvé trop tôt. Einstein nous a donné cette théorie alors qu'on n'avait pas encore, on n'a même pas encore l'imaginaire de comment transformer ça en technologie. J'en suis quasi persuadé. Ou peut-être que la technologie éclorera ou explosera lorsqu'on arrivera à relier la gravitation et la physique quantique, grâce notamment aux travaux sur les trous noirs et sur autre chose. Mais même technologiquement parlant, pour fabriquer l'IGO, je vais laisser Frédéric en parler. Oui. Oui, non, c'est ce que j'allais dire. Enfin, je vais avoir du mal à vendre une application des ondes gravitationnelles, mais en revanche, les développements techniques qu'on doit faire pour faire fonctionner ces instruments à la sensibilité dont on a besoin, ça peut bénéficier à d'autres. On a besoin de lasers qui soient des lasers de puissance extrêmement stables. Ça, il n'y a pas forcément que nous qui sommes intéressés à ça. On a besoin de grands miroirs qui soient quasi parfaits. Et donc de les transformer en miroir en déposant des couches minces dessus, contrôlées à des niveaux juste hallucinants. Ça, c'est pareil. Il y a d'autres applications à ce genre de savoir-faire. Les amortisseurs sismiques. Oui, effectivement. Oui, pour éliminer toutes les vibrations superfétatoires. Les nôtres font 10 mètres de haut, c'est moyennement miniaturisé pour l'instant, mais oui. Autre question. Une femme, Madame au premier rang. Pardon. J'espère que ma question ne va pas être trop stupide. Je me dis mais non, il n'y a pas de question stupide. Alors allons-y. Vraiment, alors là, aucun problème. Un trou noir, donc c'est un lieu de l'espace avec une densité extrême, telle que les courbures de l'espace-temps autour de lui sont extrêmes également. Cette région de l'espace va absorber de la matière qui va passer à proximité au-delà de l'horizon de Schwarzschild. Et donc, je me dis, dès lors que le trou noir va absorber de la matière ordinaire, sa densité va changer. Et donc, s'il absorbe beaucoup de matière, sa densité... Et j'ai en plus appris aujourd'hui qu'un trou noir pouvait augmenter en taille, ce qui fera d'autant plus changer sa densité. Ma question est, est-ce qu'un trou noir peut être réversible du fait du changement de sa densité ? Et déjà, est-ce qu'il change effectivement de densité ? Est-ce que mon raisonnement est vrai ou pas ? On est loin d'une question stupide déjà, ça je peux vous le dire. Vas-y, Jean-Pierre. Il y a un problème sur le terme même de densité. La densité, c'est une masse volumique en fait. On va diviser, on connaît la masse, on connaît le volume, on va faire la division, on a une densité. Mais comme on ignore la distribution de matière qu'il y a dans un trou noir, comment parler de densité d'un trou noir ? On va parler d'une densité moyenne, admettant que ce soit homogène par exemple. Alors que le trou noir, c'est certainement l'intérieur d'un trou noir n'est certainement pas homogène. Voilà. Première chose. Alors, deuxièmement, donc, une petite formule en calculant la densité moyenne d'un trou noir de masse donnée et de rayon donné qui va donner le volume. Voilà. Mais contrairement à ce qu'on croit, ces densités ne sont pas nécessairement élevées. Elles sont extraordinairement élevées pour les trous noirs stellaires, mais pour un trou noir supermassif, ces densités deviennent extrêmement faibles. Par exemple, vous prenez une masse d'air de 10 millions de fois la masse du Soleil, ce serait un astre invisible au sens de Laplace et de Mitchell. Ce serait un trou noir formé d'air, donc de très faible densité. Donc vous voyez que la densité... Et d'ailleurs, les forces de marée dont effectivement Christophe parlait sont liées justement également à la densité. L'une des raisons pour lesquelles les forces de marée aux abords d'un trou noir géant sont très faibles par rapport aux forces de marée au voisinage d'un trou noir stellaire, c'est lié effectivement également à la densité respective moyenne du trou noir et la densité du corps qui s'en approche. Une manière de voir ça, peut-être, imaginez que vous avez une grosse étoile. Imaginez qu'elle s'effondre sur elle-même. À un moment, paf, elle va atteindre son rayon de Schwarzschild. Donc là, on ne la voit plus. Mais elle va continuer à s'effondrer. Donc en gros, tout ça, même à l'intérieur, ça va être tout vide par rapport à ce petit point qui devient... cette étoile qui continue à s'effondrer sur elle-même. Et donc vous pouvez avoir des distances gigantesques où vous n'avez absolument rien. Et juste, c'est loin, 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 loin au fond du centre qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinairement extrême. Donc la densité de ce petit truc-là, c'est faramineux. C'est phénoménal. C'est
plus que tout ce qu'on peut imaginer. Mais comme définissait Jean-Pierre la densité, si vous prenez tout ce qu'il y a jusqu'à l'horizon, il n'y a rien. Et si vous faites tomber des choses à l'intérieur, par exemple une étoile, eh ben oui, le volume va augmenter un tout petit peu, mais ça va s'effondrer petit à petit. Ça va continuer à aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'un trou noir gigantesque, vous pouvez traverser l'horizon sans vous en rendre compte tellement il n'y a rien. En revanche, les tout petits, les stellaires, là, dont parlait Jean-Pierre à l'instant, là c'est plus compliqué parce que c'est moins loin. Donc ça, vous allez le sentir. Allez, on va prendre une dernière question. Je suis désolée. Est-ce que vous aurez le temps un peu pour peut-être si les gens veulent vous poser des questions après une dernière question d'une femme, comme ça on fait la parité, 2 hommes, 2 femmes. Mademoiselle. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, je voulais vous poser une question par rapport aux trous de verre et avoir un peu votre avis quant à l'existence de cette entité et donc, par ce biais, l'existence des trous blancs. Moi, en tout cas, ce que j'avais vu, c'est que le problème des trous blancs, c'est qu'on ne connaît pas encore de force qui permettrait de les maintenir ouverts pour rejeter tout ce que les trous noirs auraient absorbé. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Merci pour cette question. Très bonne. Alors, comment répondre de façon brève à ça? Parce que alors, c'est tout un chapitre que l'on n'a pas abordé, effectivement. L'hypothèse fascinante des trous de verre, qui est tellement utilisée dans la science-fiction, évidemment, pour offrir enfin des raccourcis pour voyager dans l'espace en empruntant ces hypothétiques qui sont prédites théoriquement, hypothétiques distorsions extrêmes de l'espace et du temps, qui dans certaines configurations ne seraient pas bouchées par une singularité, mais formeraient une sorte de distorsion temporelle, on peut appeler ça un tunnel si vous voulez, qui connecterait l'entrée du tunnel serait un trou noir et il y aurait une sortie qui serait l'opposé temporel d'un trou noir qu'on appelle un trou blanc ou une fontaine blanche, et avec un temps de trajet entre les deux qui offrira un raccourci par rapport à un trajet normal hors trou noir. Donc l'idée a été émise dans les années 1960 par Meissner et John Wheeler. Bon, je passe Einstein, Rosen, tout ça, c'est trop compliqué. Donc ça a fasciné tout de suite les physiciens. Et maintenant, aujourd'hui, le statut des trous de verre, j'en parle beaucoup dans le livre que j'ai publié l'année dernière qui s'appelle Voyager dans un trou noir avec Interstellar, où je parle qu'en fait les trous de verre qui seraient naturellement formés, peut-être dans les fondements gravitationnels, ils seraient fondamentalement instables. En admettant même qu'ils puissent se former dans des conditions idéalisées, dès que vous essayez de rentrer dedans, même si c'est une particule élémentaire, vous le perturbez gravitationnellement de façon à ce qu'il se bouche. Donc la situation est assez frustrante sur l'existence des trous de verre réels, sauf si on a des trous de verre artificiels. Et figurez-vous que ça a été imaginé par des physiciens. Tu veux embrayer sur un dernier mot, peut-être pas forcément sur ça, mais sur 2 trucs dont on a parlé tout à l'heure. Alors, peut-être que d'une manière générale, on peut dire qu'un trou noir tout court, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, et on pourrait éventuellement imaginer qu'un trou blanc, c'est le Big Bang et la naissance de notre univers, qui serait l'inverse temporellement. On fait l'inverse dans le temps. Bon, ça, c'est une première chose. Mais moi, je vais vous raconter un truc plus rigolo que ça, qui est ce problème de l'information dans les trous noirs. Bon. Il y a plein de choses qui sont apparues depuis quelques décennies dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la gravitation, notamment l'idée de ces trous de verre qui pourraient exister, exactement ce que vient de décrire Jean-Pierre, un tunnel, en gros, qui relie 2 points. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle l'intrication quantique. C'est génial de lancer ce mot-là 3 minutes avant la fin. 1 minute avant la fin même. Qui dit en gros que quand 2 particules quantiques se touchent à un moment ou à un autre, d'une certaine manière, elles gardent la mémoire de cette interaction-là de manière quantique. Et en général, quand il y a le mot quantique avant quelque chose, ça veut dire que le mot, il ne veut plus rien dire. En tout cas, il ne veut pas dire ce qu'on croit. Mais en gros, ça garde une certaine mémoire de leur connexion. Il y a quelques années, il y a 2 scientifiques, il y en a un qui s'appelle Susskind et un autre qui s'appelle Maldacena, qui sont très, très forts scientifiquement tous les deux,
surtout Maldacena. Pardon, c'est coupé ça, d'accord? Non, c'est en direct. Ah oui, c'est en direct. Bon, bref. En tout cas, Maldacena, moi, je trouve absolument phénoménal ce scientifique. Et ils ont tous les deux émis l'hypothèse, Susskind et Maldacena, que si deux particules se retrouvaient en intrication aux alentours d'un trou noir, eh ben, il pouvait très bien y avoir une petite sorte de passage à travers un trou de verre qui expliquerait cette intrication et qui expliquerait comment l'information peut ressortir des trous noirs et ainsi régler le problème de l'information, le paradoxe de l'information que Hawking avait abordé dans les années 1970. La seule raison pour laquelle je mentionne ça, parce que, un, c'est quand même très rigolo comme idée, et deux, c'est pour donner une idée aussi du genre de choses que vont chercher des esprits quand même sacrément brillants pour résoudre un problème qui a environ 50 ans et qui n'est toujours pas complètement résolu. Je pense que... Ce dont vient parler Christophe, ça se résume par une équation qui est ER égale EPR. Alors ça veut dire quoi? ER, c'est Einstein-Rosen, qui sont les deux scientifiques qui, effectivement, avant Missner et Wheeler, ont commencé à imaginer ces ponts d'Einstein-Rosen qui se deviendront plus tard, donc ces trous de verre purement gravitationnels. Et puis EPR, c'est Einstein, Podolsky et Rosen, qui s'étaient interrogés et insurgés contre les propriétés d'intrication quantique qui leur semblaient effectivement un petit peu bizarres. Et voilà, donc l'idée de Maldacena, puis à laquelle s'est rajouté Susskind, consiste effectivement à mettre les deux ensemble. Je pense qu'on pourrait passer la nuit ensemble à parler des trous noirs avec vous tous. On est malheureusement obligé de quitter la salle. Il me reste vraiment à remercier mes invités, Frédéric, Christophe et Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à cette conférence. Et comme vous pouvez le voir, le cycle de conférences ne s'arrête pas. Il ne fait que commencer. 7 avril, du décryptage à la réécriture de l'ADN. Épidémie du sida au Covid-19 le 14 avril. 25 avril, exoplanète, parole de Nobel. Le 5 mai 2046, l'Odyssée des algorithmes. Et le 19 mai, climat de la création du GIEC à aujourd'hui. Urgence perdure. Et voilà, revenez. Bonne soirée à toutes et tous.